Il a réussi à transformer ses revenus en quelques années. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle interview dans laquelle on va rentrer dans la tête de quelqu'un qui a créé l'impossible. Et aujourd'hui, c'est mon pote Amine de la chaîne Otake.com qui s'est développé tous les ans depuis le début qu'on a créé cette chaîne YouTube. J'ai eu la chance de le rencontrer en 2016. Et aujourd'hui, vous allez voir l'évolution d'Amine, ce qui s'est passé, son parcours, ses évolutions cette année dans sa vie et dans son business. Et également, il y a eu des choses importantes qui se sont passées dans sa vie depuis notre dernière interview. Le voyage, le fait d'avoir un bébé, le développement de son activité, le changement de business model. Et je vais lui poser plein de questions dans cette interview. Et vous allez voir comment est-ce qu'il a fait évoluer son business vers le coaching de coach. Comment son business a réussi à exploser et décoller grâce à la publicité et toutes les réflexions, les prises de conscience qu'il a eues cette année. Une interview riche en informations pour tous les gens qui veulent se créer une vie plus riche. J'espère que vous allez kiffer. Laissez un énorme like en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'interviews inspirantes et de plans d'action pour passer votre vie à un autre niveau. Et je vous laisse avec ma conversation avec Amine. Bonne vidéo les amis. Si tu veux une formation gratuite pour passer ta vie à un autre niveau là, en ce début d'année, pour être sûr de réussir ton année 2021, check le premier dans la description. Bonne vidéo. En tout cas, ça me fait super plaisir frérot de t'avoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu. Ouais, c'est vrai, ça fait très longtemps qu'on n'a pas discuté, qu'on n'a pas échangé, qu'on n'a pas pris le temps d'échanger. Je pense que ça va être un bon moment. Tu es un vétéran de la chaîne YouTube. Je crois que ton premier passage est en 2016 avec ta petite veste bordeaux de l'époque que tu portais partout. On s'est rencontrés pour la première fois à un de tes événements. Tu as créé un événement sur le leadership que tu donnais à l'époque à Paris avec une petite quarantaine de personnes, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, j'avais pris ma place et je venais découvrir un petit peu ce que c'était que le développement personnel et ce que c'était Otake. Belle inspiration à l'époque. Vous aviez déjà une chaîne YouTube, du contenu, du développement personnel. Vous accompagnez des gens dans le fait de dépasser un peu leur limite, d'ouvrir un peu leur état d'esprit et de se créer un vrai leadership. C'était un événement où je pense, je me suis fait un petit peu remarquer. Ça a à l'époque permis de créer une connexion en tout cas. Et depuis, on s'est vu pas mal. On s'est vu en Asie, on s'est vu à Paris, on a voyagé, on a créé une relation et ça fait maintenant 5 ans pratiquement. Bah, c'est vrai. C'était ma première conférence. Tu étais là et après c'était déjà très bien à l'époque, c'était déjà très carré, ça faisait très professionnel. Tu vois, je savais pas que c'était ta première et c'était très carré quoi, très carré déjà à l'époque. Ouais. C'est vrai que le temps passe vite et toi aussi tu as fait beaucoup de chemin. Je me rappelle, tu étais là fougueux, tu savais pas trop où t'allais, ce que tu voulais faire. Parfois je me demande si je sais encore, tu vois. C'est vrai que même moi en vrai je sais pas trop où je vais, mais bon tu l'as fait, ça fait très plaisir de voir le chemin parcouru. Voilà, tu as su mettre en application, tu as su aussi connecter avec beaucoup de monde. Ça, on en avait parlé. Il y en a beaucoup de gens qui parlent de toi, c'est que tu as réussi à créer vraiment un réseau très vite de personnes qui étaient là où tu voulais aller, qui étaient déjà avancées sur le chemin. Et je pense que ça a été une de tes forces au début. Ouais. Amine, on va revenir un petit peu justement aujourd'hui sur ton parcours. Tu n'as jamais été salarié. Tu as fait ton stage de fin d'études pour devenir ingénieur. Tu t'es battu pour avoir ton diplôme, faire plaisir à maman, qu'elle puisse l'encadrer. Et puis direct, tu t'es lancé dans les activités. Tu as eu la chance à l'époque de faire un stage pour Sébastien Tissier, qui est un vieux du web, qui t'a permis un petit peu de découvrir tout ça. Et puis, tu t'es lancé dans le vif. Dans la première interview qu'on a fait ensemble, tu nous as parlé de ta première activité qui était du coup les sites de niche. Du coup, tu t'es passionné, ou en tout cas, si on peut dire passionné, par le SEO, par le référencement naturel. Tu as créé des premiers sites qui t'amenaient du trafic. Tu gagnais un peu d'argent avec la vente de leads, avec du AdSense. Et puis, tu as fait évoluer ton business petit à petit. Tu as fait également un petit peu d'e-commerce. Tu as testé, tu as géré des boutiques en e-commerce. Tu as cartonné ensuite, c'était peut-être il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, avec un business de vente d'informations avec ta femme. Tu avais bien évidemment entre deux lancé Otake, qui était une chaîne, un site internet en développement personnel, en leadership, sur lequel tu vendais également des programmes, des formations. Et aujourd'hui, tu cartonnes en coaching, tu accompagnes les gens à vendre de l'infoproduit, à vendre de la connaissance. Et j'ai l'impression
que tu as trouvé ta place, que tu as trouvé ton message et que tu rayonnes de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous un peu. C'est quoi les coulisses? C'est un très bon résumé. En fait, Otake, ça a toujours été Ton bébé. mon bébé, mon projet de cœur. Et depuis le début, moi, ce que je veux faire, c'est d'aider les gens à gagner leur liberté. C'est d'ailleurs le slogan du site. Et en fait, tout le processus, tout le plan était construit limite pour faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'ai lancé mon Otake, la toute première version en 2011 ou 2012, en fait, j'avais compris que pour vivre du coaching, enfin, en tout cas, je sais pas si je l'avais compris, mais en tout cas, la croyance que j'avais, c'était que vivre du coaching, vivre du développement personnel, vivre de tout ça, ça pouvait être long et que ça allait mettre du temps de se créer un nom, d'avoir une notoriété, etc. J'ai peut-être surestimé le temps que ça allait me prendre, j'ai peut-être pensé que ça allait prendre trop longtemps, donc je m'étais dit, OK, il me faut un autre projet sur lequel je gagne ma vie et que mes revenus ne dépendent pas de cette activité qui est une activité de cœur. Donc, 2012, 2013, 2015, je suis dans ce mouvement-là, je crée des revenus alternatifs. En 2015, je reprends Otake avec un ami qui me dit écoute, maintenant que tu gagnes ta vie et maintenant que c'est stable, OK, viens, on le fait vraiment. Et en fait, donc on était parti. Moi, aujourd'hui, un des trucs dont je suis convaincu, c'est que si tu veux vraiment gagner ta vie et si tu veux vraiment vivre ta vie à fond et correctement, je pense qu'il faut passer par le développement personnel. Donc nous, on était parti sur cette thématique du développement personnel, du mindset, du leadership, etc. Et finalement, on s'est rendu compte de transmettre le message de nos grands gourous, de nos grands mentors, de Jim Rohn à Les Brown, à Tony Robbins, et de retransmettre un peu à ta sauce, dans ton expérience, tout ça aux gens qui te suivent. Exactement. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte avec le temps que la plupart des gens qui venaient nous voir voulaient monter un business en ligne et voulaient vivre cette vie de liberté, de sans contrainte, de pas de patron, etc. Et moi, le dilemme dans lequel j'étais, c'était est-ce que je vends aux gens ce qu'ils veulent ou est-ce que je vends ce que moi je veux vendre, c'est-à-dire du leadership, de la motivation, etc. Ou est-ce que je vends ce que les gens me demandent, tu vois. Est-ce que je leur donne ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ont besoin? Voilà. Et du coup, il y a eu cette phrase qui m'a dit « Vends aux gens ce qu'ils veulent et donne-leur ce dont ils ont besoin ». Et c'est pour ça que j'ai rebrandé Otake et j'ai basculé sur ce modèle-là de vendre du business, vendre de l'accompagnement business. Mais derrière, tous mes clients te le diront, il y a beaucoup, beaucoup de leadership, de mindset, de développement personnel parce que en réalité, ce dont tu as vraiment besoin pour monter un business, c'est pas d'une stratégie de tunnel de vente, c'est de devenir une personne qui est capable de générer de l'argent. Donc, c'était ça le repositionnement. Et tu en as parlé un peu du projet de ma femme. Pendant longtemps, j'ai pas voulu faire le switch entre dev perso et make money parce que je voulais pas tomber dans ce piège d'être une personne qui t'explique comment faire 10 000 euros, mais j'ai pas trouvé d'autres moyens pour faire 10 000 euros que t'expliquer comment faire 10 000 euros. Et du coup, il y a eu un peu cet alignement des planètes au moment où on a commencé à péter les scores sur l'autre projet, donc il n'y avait rien à voir avec le business en ligne, rien à voir avec le make money. C'est un business en ligne. Oui, mais enfin, il n'y avait rien à voir avec le make money, en gros. En gros, on vend des PDF à des instituts. Et quand on a commencé à faire... Non, moi je suis pas d'accord. Vous faites de l'éducation, vous apportez du bonheur dans l'éducation des enfants. C'est beaucoup plus que vendre des putains de PDF aux instituts. C'est fait avec tellement plus de cœur que ce que tu viens de le dire. On est dans 5000 classes chaque semaine, donc tu as des centaines de milliers d'élèves qui jouent à nos jeux toutes les semaines. Et ça, c'est cool. Tu vois. Et quand j'ai commencé à faire parfois des 15 000 euros, 20 000 euros sur un week-end, je me suis dit, OK, il y a peut-être un truc à faire. Et là, j'ai peut-être la légitimité pour enseigner le business aux autres et pour expliquer comment faire. Et c'est à partir de là où je suis parti sur l'accompagnement. Et pour répondre à ta question, oui, j'ai l'impression d'être à ma place, de faire ce que vraiment j'ai envie de faire. Et même quand c'est dur, même quand parfois c'est fatigant, parfois c'est ceci, cela, en fait, je ne m'imagine pas faire autre chose. Donc, accompagner des gens, les faire kiffer, voir des transformations, et c'est vraiment ça pour moi qui me fait kiffer, c'est voir des transformations chez les clients, ça c'est ouf. Donc aujourd'hui, je le fais avec le véhicule du business en ligne, demain je le ferai peut-être avec un autre véhicule, mais transformer les gens, je pense que c'est ça ma voie.
Je pense que je t'ai jamais connu, en tout cas, stressé par l'argent. Je pense que tu as toujours su faire avec peu. C'est-à-dire que si tes sites de niche à l'époque te rapportaient 2000 euros par mois, tu vivais avec 2000 euros par mois. Dans tous les cas, tu as toujours été que ta femme. Donc, vous aviez 2 salaires et tout va bien, entre guillemets. Et pourtant, je te sens plus serein. Je sais pas pourquoi. Je te sens plus serein. Parce que même si je sais que tu sais faire avec peu, je pense que tu as toujours eu la dalle et tu as des ambitions quand même qui sont fortes, qui sont élevées, même si tu ne les montres pas. Je sais pas si on me comprend. Je connais Amine quand même plutôt bien, donc c'est vrai que il est le genre de mec qui n'est pas dans le show-off et qui n'a pas besoin de show-off pour exister. Mais par contre, si demain il fait 2 millions, en tout cas, il avance et il veut y aller. Et pourtant, il n'est pas en mode, voilà, ma grosse voiture, mon gros machin, mon gros truc. Il va pas vous parler d'argent la première fois qu'il va vous voir et c'est pas forcément ce qui va le motiver ou le driver. Mais je sens que tu n'étais pas à ta place. Que les résultats que tu avais avant, il y avait un truc qui clochait, ça coïncidait pas, ça merdait et il fallait que tu ailles au-dessus, il fallait que tu dépasses tout ça. Je suis dans le vrai ou pas? Ouais, bah oui, carrément, parce que en gros, moi, pour faire simple, j'ai commencé en 2011 et j'ai gagné ma vie en 2012. Et entre 2012 et 2016, quasiment, j'étais entre 1500 et 3000 euros par mois. Donc en fait, j'avais mon oseille, je faisais mes petits trucs, je travaillais très peu et je kiffais, tu vois. Et en fait, j'avais ma petite vie de liberté. Et en fait, quand j'ai commencé à vouloir faire plus, et ben en fait, j'avais aussi cette frustration, parce que je ne sais pas si tu te souviens, 2016, 2017, c'est la période où il y a eu toutes ces étoiles montantes là, des gens sortis de nulle part qui décollaient. Donc il y avait par exemple des gens comme toi, hein. Il y avait, tu vois, il y avait Antoine? Antoine BM, il y a eu Léo Guillaume, Yomi Denzel, Alec Henry. Bref, c'est des gens qui sont arrivés à cette période-là, des petits de 20 ans, et je me disais, attends, qu'est-ce qu'ils ont compris et que je n'ai pas compris? Comment une personne qui a démarré il y a si peu de temps peut faire des mois à 10 000, 15 000, 20 000. Et en fait, j'avais un peu, je ne sais pas si c'était conscient, mais en fait, j'avais cette frustration de me dire, il y a un truc que je n'ai pas compris. Il y a un truc que je n'ai pas compris et il y a un truc que je n'ai pas craqué. Tu vois. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir compris les règles du jeu. J'ai le sentiment d'avoir le plan. Et en fait, je sais très bien entre une année une année où je vais faire 300 000 ou une année où je vais faire 1 million, tu vois. En fait, le plan, je l'ai dans ma tête. C'est juste, est-ce que j'ai envie de le faire? Et je n'ai pas cette frustration de ne pas savoir. Aujourd'hui, je sais très bien comment je pourrais faire 1 ou 2 millions en 2021. Maintenant, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Parce que je suis prêt à payer le prix, quoi. Voilà. Parce que 1 ou 2 millions, tu vois, toi, les avantages. Enfin, les gens voient les avantages en termes d'argent, mais tu as aussi un prix à payer en termes de stress, en termes de temps de travail aussi, en termes de il me faut plus de clients, donc plus d'équipes, donc plus de support, donc plus de machin. Et en fait, c'est une question qui, moi, me taraude depuis quelques mois. Et je préfère en fait grossir plutôt simplement. Mais en tout cas, je n'ai pas cette frustration de me dire que je ne sais pas comment je peux faire 1 million. Le million, je sais le faire. Et je pense que en vrai, il suffit juste d'appuyer. Je mets plus de pubs, je mets plus de personnes dans mon équipe, je prends des closers et on y va, tu vois. Mais en vrai, mon modèle actuel me convient bien. Donc, on va le scaler. Bien sûr qu'on va avancer et qu'on va aller vers ce million, vers ces 2, 3, 5 millions dans les prochaines années. Mais en fait, j'ai plus ce truc de me dire, il y a un truc que je n'ai pas compris. Il y a plus cette frustration de ne pas savoir comment ça se passe ou de ne pas pouvoir le toucher, cette espèce de mirage finalement qu'on n'aurait pas accès. Ouais, et du coup, en fait, tu gagnes en sérénité et je suis beaucoup plus à ma place que de courir après un truc ou d'être frustré par un truc où je me dis, je ne sais pas comment y aller. Est-ce que d'ailleurs, tu as l'impression que du coup, cette sérénité, finalement, tu as changé, les gens le ressentent et tout marche mieux parce que tu es plus serein? Ah oui, carrément. Voilà, ça doit faire à peu près 1 an que ce shift s'est fait, donc on n'a pas trop parlé depuis 1 an. Mais j'ai un mot. Mais je le vois, en fait, je le ressens. Moi, je l'ai vu. En gros, c'est tombé à peu près à un moment où on a fait des très gros chiffres avec ma femme. Et en gros, en quelques mois, on a fait 100 000 euros sur 2-3 lancements ponctuels. Et je m'étais dit, OK, là, on tient un truc et je sais faire, je sais y aller. Et je pense que ça s'est ressenti après dans mes messages sur Otaké. Et je me rappelle, il y a à peu près 1 an, 1 an et demi, j'ai beaucoup d'anciens clients ou de personnes un peu comme toi qui m'avaient croisé au début, etc., et qui m'avaient dit, ouais, il y a un truc qui a changé dans ton message, on ne te sent plus posé, t'incarnes
mieux ton message, il y a plus de puissance. On m'a parlé aussi de ça. Et en fait, c'était pas un truc conscient, mais t'es pas le premier à me le dire, donc ça me surprend pas. Ouais. Ouais. Et du coup, pour tous ceux qui nous regardent et qui veulent incarner cette puissance comme toi, est-ce que tu arrives à décortiquer le processus? Est-ce que tu arrives à comprendre ce qui s'est passé dans ta tête, ce qui s'est émulé en toi pour justement dégager plus de sérénité? On m'a dit un peu la même chose en fait, c'est pour ça aussi que je me retrouve beaucoup en toi. On m'a dit en gros, tu incarnes enfin le mentor que tu prétendais être, tu vois? Ouais. Bah, en Un truc fait, du genre. c'est ça, en fait. Je pense que le mot, c'est ça, c'est prétendre. C'est-à-dire que quand on fait du développement personnel ou de l'enseignement business, on, on t'enseigne à réussir ta vie. On t'enseigne à faire de l'argent, à réussir, entre guillemets, financièrement. Et, et quand tu démarres, il n'y a aucun problème de faire ça. Il n'y a aucun problème d'être débutant et on démarre tous à un moment donné. Mais en fait, je ne sais pas si c'était conscient ou inconscient. Je pense que c'était inconscient qu'à l'époque, quand je donnais des conseils sur comment réussir, alors que moi, j'avais ma petite activité, moi, j'avais l'impression d'avoir réussi parce que ça faisait 5 ans, je n'avais pas de patron, je voyageais, je faisais un tour du monde, j'étais à la maison et j'avais l'impression d'avoir réussi. Mais peut-être que je n'étais pas totalement sûr d'être légitime pour expliquer aux autres comment le faire. Et quand, avec cette activité, avec ma femme, on a réussi à faire décoller ça, peut-être qu'à ce moment, je me suis dit, OK, ouais, je suis capable de faire de l'argent, oui, je suis capable de générer ça. Et je pense que c'est vraiment lié aux résultats qu'on a eu sur ce business-là, qui m'ont dit, au fait, ouais, tu es capable, en fait, tu es capable. Ce que tu expliques depuis des années, quand tu le mets en action et que tu l'appliques, ça paye. Donc, oui, tout ce que tu dis, c'est crédible. Crois en toi et vas-y, quoi. Voilà. Et du coup, après, ça renforce ta légitimité. Puis après, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que quand tu oses t'affirmer et prendre ta place, tu as des clients et tes clients, ils ont des résultats et du coup, tu es de plus en plus confiant dans ton process et donc tu as de plus en plus de légitimité. Mais c'est vrai que au début, quand tu sais, c'est quand tu essaies d'expliquer quelque chose que toi, dont tu es profondément convaincu, mais que tu n'as pas vraiment expérimenté ou que tu n'as pas vraiment matérialisé dans ta vie, parfois, je pense ou que tu as matérialisé, mais pas à l'échelle, pas une échelle incroyable. Voilà. Parce que, voilà, gagner 3 000 € par mois, tu fais ça depuis des années, tu as réussi à créer des sites de niche, à positionner, à être complètement libre. Donc, tu avais cette légitimité-là, mais peut-être le fait de ne pas avoir cassé le plafond de verre dessus, tu penses qu'il y avait ce truc qui te bloquait? Ouais, je pense que ça jouait vraiment. C'est-à-dire que j'avais plein de projets qui me rapportaient entre 200 et 300 € par mois, etc. Mais j'avais jamais eu un projet qui m'avait payé 10 000 €, tu vois, par exemple. Ou même 5 000 €. Et en fait, je pense qu'il y a de ça. Après, il y a plein de trucs, tu vois. C'est aussi la maturité, tu grandis, tout le travail de développement personnel que tu as commencé il y a 10 ans, il y a un moment, il commence à porter ses fruits, tu vois. Frère, j'ai dit une phrase en ce début d'année. J'ai mis 5 ans à comprendre les trucs de base qu'on m'a dit il y a 5 ans. Ça, c'est très, 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 très vrai. C'est-à-dire qu'il y a plein de concepts dans le développement personnel que tu as besoin d'entendre et de réentendre. Et il y a un moment où tu as une espèce de waouh, en fait, c'était ça. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, il y a plein de concepts comme ça, moi, que j'ai vu passer, repasser. Il y a un moment, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça, et c'est comme ça qu'il faut comprendre, et c'est comme ça qu'il faut l'incarner. Et je pense que c'est un processus qui prend du temps. Mais après, il y a une espèce d'effet boule de neige, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as compris et tu déverrouilles le truc, en fait, tu fais chaque année plus que l'ensemble de tes premières années. Tu vois, moi, je pense que sur les 18 derniers mois, j'ai fait plus que sur les 6-7 premières années. L'intégralité de ta carrière. Et je pense que cette année, qu'en 2021, je peux faire plus que de 2011 à 2020, tu vois. Ouais, moi aussi, j'ai cette croyance pour 2021, là. D'ailleurs, ça aide pas mal. C'est intéressant. Moi, je parle souvent d'identité. Et je dis aux gens que leur problème, c'est pas la confiance en soi, c'est l'identité qu'ils ont définie d'eux-mêmes et les croyances qu'ils ont sur eux-mêmes. Est-ce que tu étais une personne différente d'avant réaliser des gros chiffres avec le business que tu as créé avec ta femme et après? Je pense que oui. Parce que sinon, les gros chiffres, je les aurais fait avant. Et je pense que. Tu n'avais pas lancé de business en même temps. Donc, tu pouvais pas le j'avais savoir. lancé d'autres projets. J'avais lancé d'autres projets qui n'avaient pas forcément décollé.
moi, je pense que, comme tu l'as dit, tu attires les résultats que tu es. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux avoir plus de résultats, il faut être une C'est nouvelle tellement personne. cliché. Et à l'époque, on le disait tellement sans le comprendre. Et maintenant, je te comprends tellement. Et bah, tu sais, une des premières phrases que nous, on avait sur une de nos conférences, et je pense que la Yété, parce que c'est une des premières phrases que nous, on mettait en grand, c'est tu peux avoir plus que ce que tu as parce que tu peux devenir plus que ce que tu es. Bah, c'est tellement fort cette phrase d'introduction de Jim Rohn dans cette conférence. Elle est magique, magique, magique. Et, et ça, moi, je suis convaincu. C'est-à-dire que aujourd'hui, la personne que je suis, elle est câblée pour un certain chiffre d'affaires parce qu'elle voit les opportunités sur un certain chiffre d'affaires, parce qu'elle est prête à prendre des risques sur un certain montant, parce qu'elle est prête à faire tel niveau d'action. Et bah, il y a 3-5 ans, j'étais pas prêt. Et je pense que dans 5 ans, je serai à un autre niveau et je serai une nouvelle personne. Et je pense que faut pas avoir peur de changer, de devenir des nouvelles personnes. Le truc, c'est est-ce que je m'améliore ou pas? Parce que souvent, quand on dit oui, tu as changé, les gens ils pensent ça de manière négative. Tu vois, en fait, c'est juste est-ce que tu as progressé, est-ce que tu t'es amélioré? Et oui, moi, je pense que je me suis amélioré depuis l'époque où je faisais 3 000 euros. Je me suis amélioré sur plein de sujets et j'espère avoir progressé sur d'autres sujets aussi. Mais par exemple, moi, je suis persuadé que tu n'as pas changé, par exemple. Tu as découvert ce que tu étais. Moi, j'ai cette croyance-là. C'est-à-dire que, par exemple, les 6 derniers mois, par rapport au business avec ta femme, tu as fait plus de chiffre d'affaires que toute la première année sur le business avec ta femme, par exemple. Est-ce que tu as fondamentalement changé? Je ne crois pas. Par contre, c'est comme si tu t'étais découvert que tu avais cette puissance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est ça, c'est que et donc, ça te change, hein, on se comprend. Quand tu la découvres, du coup, ça te change. Mais en fait, tu avais déjà ça, c'était déjà toi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, quand tu as lancé ce business, par exemple, on reprend au tout début, quand tu as lancé cette activité. À l'époque, tu devais peut-être gagner entre 3 et 5 000, plus ou moins, avec tes différentes activités en parallèle. Tu lances ce truc, et dès la première promotion, ça fait des ventes. Tu captures des emails. Je me souviens des conversations débiles où tu me dis, Enzo, c'est complètement débile. Pourquoi tout le monde fait du marketing? En fait, il faut faire tout ce que personne ne fait. Et c'est incroyable les résultats que je fais. Tu faisais des milliers d'euros sur des petites listes avec un lancement. Tu avais des gens qui répondaient à tes emails en landing et tu te disais, mais j'adore ce business. Et dans les faits, tu avais déjà tout ça en toi. Toutes les compétences, tu les avais déjà. Cette capacité de gagner, par exemple, du jour au lendemain, 15, 20 ou 30 000 euros par mois, tu étais déjà cette personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, et moi, j'ai l'impression qu'on le découvre. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut s'autoriser, il faut laisser cette partie-là s'exprimer, la laisser rayonner. Et je pense que, oui, la vitrine va changer, mais en fait, fondamentalement, au fond, je savais déjà qui j'étais et ce que je voulais faire et ce que je faisais. Et en fait, c'est ça, je pense qu'on a souvent conscience de notre valeur, mais on n'ose pas le mettre en avant, on n'ose pas l'exprimer, on n'ose pas prendre sa place. Et ça, tu n'es pas le premier. Il y en a plein qui m'ont dit faut que tu assumes et tout, de prendre ta place, etc. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a un moment, il faut laisser exprimer qui tu es vraiment. Et à partir de là, je pense que voilà, la magie opère. Et ça arrive chez beaucoup de gens. J'ai fait monter un client à moi. J'ai voulu lancer un nouveau projet en e-commerce. J'avais un client que je trouvais discipliné, que je trouvais sérieux et qui n'avait pas de résultats dans son business. Et j'étais assez persuadé qu'il n'avait pas les résultats parce qu'il était stressé en fait. Il était stressé comme il tremblait comme une feuille. Il avait peur, c'était une nouvelle activité et il n'avait pas la croyance qu'il était capable de réussir rapidement. Voilà, point. Ça ne rentrait pas dans son schéma. Il n'était pas câblé pour ça. Et donc j'ai lancé un business et je lui ai dit est-ce que tu veux t'associer avec moi? Et là, il câble. Il comprend pas. Et il me dit, pourquoi est-ce que tu me fais confiance à moi pour gérer une grosse activité parce qu'il me voit avec ses yeux où moi, je suis je ne sais qui sur ma montagne, tu vois. Et moi, je lui dis, et ça m'a fait un électrochoc moi-même en le disant, c'est pour ça que j'adore le coaching. Je lui dis, je n'ai pas besoin de voir que tu fais quelque chose pour savoir que tu en es capable. Je n'ai pas besoin que tu fasses quelque chose pour voir que tu en es capable. Et là, pam, je me mets, en boomerang. Je me le mets dans la gueule en boomerang en mode, c'est vrai ça en fait. On a toujours besoin en mode Saint Thomas de voir que l'on fait quelque chose pour se rassurer qu'on est capable de le faire. Alors qu'en fait, qu'est-ce que je serais capable de faire aujourd'hui sur lequel j'ai même pas encore mis la lumière? Et moi, c'est un truc que je dis souvent à mes clients, c'est que
en gros, un des plus gros problèmes, je leur dis, c'est que j'ai plus confiance en vous que vous n'avez confiance en vous. Et en fait, il y en a plein qui doutent et je leur dis, OK, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Tu lances, tu vas faire de l'argent. Et en fait, ils hésitent. Il y a plein de peurs qui remontent à la surface. Et en fait, ils ont tellement peu confiance en eux qu'ils s'auto-sabotent et qu'ils font pas ce qu'ils devraient faire, alors qu'ils ont les compétences, qu'ils ont les capacités pour le faire. Mais parfois, c'est juste un problème de confiance, un problème de certitude et de se dire, OK, moi, je suis capable de faire ceci ou cela. Et donc, je te dis, moi, je suis arrivé à la conclusion que c'est un problème d'identité. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire qu'ils ne se voient pas comme étant la personne. C'est be do have dans l'être. Et donc, du coup, dans leur être, dans l'identité qu'ils ont définie d'eux-mêmes, ça passe pas. Et si tu es capable de changer cette identité, cette vision qu'ils ont d'eux-mêmes, alors tout change. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je crois que c'est la première vidéo que je fais dans mon programme d'accompagnement quand je rentre. C'est que une personne ne peut pas faire des choses qu'elle ne se croit pas capable de le faire. Et par exemple, si tu prends n'importe quelle personne qui a fait des choses extraordinaires dans ta vie, enfin dans sa vie à elle, que ce soit, je sais pas, tu prends Barack Obama, Zinedine Zidane ou n'importe qui, tu vois, il va te dire non, j'ai fait des choses normales, des choses qui sont normales pour moi, dans ma normalité. Et en fait, il y a un moment où toi, il faut que tu deviennes, où il faut que tu laisses parler cette personne pour qui tes résultats, les résultats que tu veux, sont normaux. Tu vois, par exemple, moi, typiquement, faire 100 000 euros dans la journée, c'est anormal. Tu vois, pour moi, c'est pas un résultat normal. C'est encore anormal aujourd'hui pour toi. Exactement. Et je sais que tant que ça reste anormal, tu le feras pas. Je le ferai jamais. Je le ferai jamais. Et j'ai des amis pourtant qui font 100 000, 200 000, et enfin, pas forcément tous les jours, mais qu'on fait des journées à 100 000, 200 000 euros encaissés. Et moi, tant que j'ai pas cette croyance que c'est un résultat normal et que c'est possible et que en fait c'est claqué, c'est simple, tu vois, et que c'est okay, une banalité, et bah en fait je pourrais pas le faire. Et je pense que c'est ça en fait l'histoire du plafond de verre, c'est que si l'action elle te semble anormale et si le résultat te semble anormal et te semble extraordinaire, toutes les petites actions qui vont mener à ça, tu vas pas les faire. Et du coup, pourtant, il n'y a aucune action extraordinaire sur le chemin. Mais toutes les petites actions qui sont normales et qui sont assez simples à faire, comme le résultat te semble anormal, tu ne vas pas mener ces petites actions. Tu vois, par exemple, typiquement, tout à l'heure, je parlais avec un ami et il me dit si tu veux faire 1 million cette année, il faut mettre 200 000 euros en pub ou 300 000 euros en pub. Et je lui dis, moi, mettre 300 000 euros en pub, ça me semble extraordinaire, tu vois, parce que c'est des sommes que je n'ai jamais fait. L'année dernière, sur ce business-là, j'ai dû mettre, je sais pas, 30 000, tu vois, ou 20 000. Et je me vois pas vers me dire, ah, tiens, c'est parti en mode 30 000 par mois, tu vois. Et finalement, comme cette action me semble anormale, je le ferai pas. Et je me dis, non, j'ai peur. Alors que c'est peut-être juste ce réglage-là, c'est-à-dire rajouter 1 ou 2 zéros sur le gestionnaire de pub. Peut-être que juste ce petit bouton va me faire avancer, va me faire accélérer. Je me rappelle, j'avais eu une discussion avec Vincent Lévy. C'était il y a 1 an et demi, je crois, septembre 2019. Et à l'époque, j'avais l'activité avec ma femme, etc. Et il me dit, tu mets combien de pubs par mois? Et à l'époque, j'avais 25 000 emails, je crois. Et je lui dis, je mets 2000. Non, je lui dis, je mets 200, 500. Et il me dit, mais pourquoi tu mets pas plus? Il me dit, tes leads, tu les payes combien? Je lui dis, je les paye pas cher. Il me dit, pourquoi tu bombardes pas? Et je lui dis, je sais pas. Et du coup, comme ça, pour une simple discussion, je me rappelle, il m'avait dit, tiens, mets ton budget plus. Mets x2. Ouais, mets x10 sur les prochains mois et tu vois ce que ça donne. Et en gros, la liste, en 1 an et demi, non, 2 ans, je crois, j'avais 25 000 leads. Et après, en 2-3 mois, j'étais passé à 50 000 leads, tu vois. Après, je me suis un peu calmé parce que forcément, au bout d'un moment, tu satures le marché, tu as de la répétition, etc. Mais c'est simplement parfois une croyance, tu vois, de se dire, OK, ma pub, au lieu de mettre 100, je vais mettre 1000. Et les 1000, et on voit ce qui se passe. Les 1000, je les ai, les 10 000, je les ai, en fait. C'est juste que parfois, tu as cette croyance de dire, je ne suis pas ce genre de personne-là. Donc oui, surtout que tu es plutôt bon gestionnaire et tu fous plutôt de l'argent de côté que de t'acheter des Lamborghini. Donc, ça aide. C'est ça. Et effectivement, c'est hyper intéressant. J'ai switché un peu mes objectifs. Plutôt que de faire des objectifs de résultats, j'ai basculé sur des objectifs de moyens. Ça fait un moment parce que je suis plutôt fainéant de base et donc le moyen me motive plus en général que le résultat final, en tout cas dans le chiffre. Et donc, par exemple, ce mois-ci, mon objectif, c'était d'investir 60 000 euros en pub
sur une activité. Et bah, c'est beaucoup plus facile en fait pour moi. Et le 60 000 euros en pub, bah, c'est simple en fait. Il faut que je dépense 2 000 par jour. Et donc mon objectif, c'est pas de me focaliser sur les ventes. C'est faut que je dépense 2 000 par jour. Alors bien sûr, il faut que je garde un taux de marge. Il faut que Mais effectivement, tu vois, mon goal, et du coup c'est un peu exactement la même prise de conscience que tu as eue, c'était de me focaliser sur le fait de dépenser 2 000 euros par jour pour une activité. Et je savais que si je dépensais 2 000 euros par jour, à la fin du mois, c'était magnifique. Et du coup, là, encore mieux, on est en début d'année. Donc, début d'année, je sais que si je dépense 2 000 euros par jour, je sais que mon année sera bonne. Alors là, t'imagines le gain de confiance pour y aller, quoi. C'est, tu sais, là, au moment où on enregistre, on est mercredi, lundi, donc il y a 48 heures. J'étais mon premier call avec mon nouveau groupe là, d'accompagnement. Et en fait, un truc super important sur lequel j'insiste au début, surtout au début, en fait, quand tu n'as pas les résultats visibles, un truc que je leur explique, c'est de se focaliser sur le processus et pas sur les résultats. C'est-à-dire que bah, toi, si tu sais que tu dépenses 2 000 euros par jour pendant un an, bah, en fait, tu sais que tu vas faire une bonne année. Un peu. 2 000 euros par jour pendant un an, on se fait un voyage, frère. Même si c'est fermé, on paye un voyage quand même. Et du coup, c'est l'exemple que je donne, par exemple, de faire du sport. Tu vois. Par exemple, tu as ceux qui vont faire une séance de pompe et vont se regarder dans le miroir, ils vont mesurer, ils vont se dire ce que j'ai pris, ce que j'ai pas pris. Tu vois. Et il y a ceux qui vont se dire, OK, moi, je ne regarde pas, je ne mesure rien, mais par contre, je fais mes 200 pompes par jour pendant un an. Et en fait, si tu fais ça, forcément, tu as des résultats. Moi, c'est un exemple que je donne, je ne regarde jamais mes statistiques. C'est-à-dire que je ne sais absolument pas combien de vues j'ai fait sur YouTube sur les 30 derniers jours. Je ne sais absolument pas combien d'abonnés j'ai, etc. Pourquoi ? Parce que peut-être que je devrais le regarder, mais en fait, moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de me dire, OK, je fais 2 vidéos par semaine et de toute façon, ça va faire le taf. OK ? Donc, j'essaie de faire des bonnes vidéos. Deux fois, je regarde un peu les vidéos qui ont marché, qui n'ont pas marché pour voir ça, mais je me focalise pas du tout. En fait, je ne juge pas mon travail sur est-ce que la vidéo a fait des vues ou pas. Je juge mon travail sur est-ce que j'ai fait la vidéo ou est-ce que j'ai pas fait la vidéo. Et en fait, à partir du moment où je fais mes 2 vidéos par semaine pendant un an, bah, en fait, je sais que la chaîne elle va grandir. Et tu vois, ça fait 5 ans qu'on fait ça. Et en fait, voilà, je me suis focalisé sur le processus. Et heureusement, parce qu'au début, si tu te focalises sur le résultat, au début, nous, on a mis, la chaîne, elle a mis, je crois, 4 ans à faire 10 000 abonnés, tu vois. Donc, il y a un moment où je préfère me focaliser sur le processus parce que sur le long terme, ça donne toujours plus de résultats. Toujours, quoi. Un exemple que je donne, c'est tu fais un jardin, tu plantes des graines. Tu plantes des fraises ou des radis ou peu importe. La nouvelle passion de l'année dernière. Exactement. Ben en fait, il y a ceux qui vont tous les jours aller regarder des graines et se dire est-ce qu'ils ont poussé, est-ce qu'ils n'ont pas poussé, tu vois. Et donc ça sert à rien de regarder les résultats au jour le jour tout le temps. Il y a ceux qui vont se dire aujourd'hui je replante d'autres graines et je replante d'autres graines et je replante d'autres graines. Et le meilleur moyen de faire pousser, d'avoir une récolte abondante, c'est pas de regarder tes graines pousser, c'est d'en planter. Et du coup, moi, je suis comme toi, c'est-à-dire que j'ai très peu d'objectifs de moyens, tu vois, de résultats. Mais mon objectif cette année, par exemple, c'est de lancer 3 groupes d'accompagnement. Et je sais que si je lance les 3 et que normalement, ça se passera bien, tu vois, 3 groupes, on va faire une bonne année. Parce que, voilà, ça, c'est l'objectif de moyens, mais le résultat, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, tu vois. Il y a une partie des choses qui ne dépendent pas de nous, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors, du coup, basculer de site de niche à de la vente d'infoproduits sur le développement personnel, à la vente d'infoproduits pour les instituts en éducation, à la bascule sur du coaching business développement personnel, groupe de coaching aussi, du coup, comme tu le disais. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir des résultats, d'avoir des bons résultats, d'avoir parfois des résultats excellents ? C'est quoi le lien ? Qu'est-ce qui marche ? Pourquoi toi, Amine, tu as réussi à monter des sites de niche et devenir indépendant ? Pourquoi tu as réussi à monter une chaîne ? Pourquoi tu as réussi à monter des conférences ? Qu'est-ce qui a marché dans tout ça ? Si on doit retenir quelque chose, c'est quoi ? Le vrai truc, je pourrais te dire oui, c'est de répondre à un vrai problème, etc. Et je pense que c'est une partie de la réponse. Mais le vrai truc, en vrai, c'est que j'ai pas lâché. Parce que sur mes sites de niche, au moment où je faisais ça de manière industrielle, entre fin 2011 et 2014, on va dire,
j'ai monté une centaine de sites, tu vois. Et sur la centaine de sites, il y en a, ils n'ont jamais rapporté 1 euro, tu vois. Il y en a, ils ont rapporté 10, 20 euros par mois. Il y en a, ils ont rapporté 100 euros par mois. Il y en a quelques-uns qui ont dépassé les 500 ou les 1000 euros par mois. Mais il y a un moment où la plupart des gens ne font pas suffisamment d'efforts et ils lâchent l'affaire. Je parlais avec un client, mais avec un prospect là, il y a 2-3 jours. Il me dit, j'avais pas trop de budget pour faire un webinaire. J'ai mis 200 euros de pub. J'ai pas fait de vente. Ça n'a pas marché, il n'y avait pas assez de monde. Sur le deuxième, j'ai mis 100 euros de pub. J'ai fait une vente à 1000 euros. OK? Et dans ma tête, le truc que tu dois faire quand 1000 tu euros fais ça, sur le troisième. 1000 euros sur le troisième. même si tu ne mets pas 1000, tu remets au moins 200 ou 300 ou 500, tu vois. 1000. Bah, lui, il s'est arrêté là. Tu vois, il s'est arrêté là. Et en fait, donc pour lui, son activité ne marche pas parce qu'il a mis 300, il a récupéré que 1000 et qu'il a eu un des webinaires qui n'a pas marché, etc. Et je lui dis, mais t'es Il a ouf. fait x3. Il veut quoi de plus? Je lui dis, tu as fait x3. Et en plus, tu peux considérer que le premier, tu as fait x0 parce qu'il était éclaté, parce que le ciblage n'était pas bon. Mais sur le deuxième, tu as fait x10. Tu vois. Et en fait, je lui dis, qu'est-ce que tu veux de plus que de faire x10 quand tu mets 100 euros? Je lui dis, au moins, remets 100 euros par semaine. Tu vois. Et en fait, il a arrêté. Enfin, il l'a pas lancé. Et après, là, il est parti sur des excuses. Enfin, je sais pas si c'est des excuses ou pas. Tu vois, j'ai pas le temps, je suis pas focus sur ça, etc. Bref, ça, c'est son problème. C'est un cas particulier. Mais c'est des cas que je vois. C'est un cas, oui, ça doit revenir souvent quand même. C'est des cas que moi, je vois depuis des années. Voilà, ça fait 10 ans que je suis dans le domaine et 10 ans que je vois des gens qui parfois. En fait, il y a une phrase qui est très puissante, que j'ai découvert récemment et qui, pour moi, veut dire beaucoup. C'est que la plupart des gens échouent parce qu'ils se prennent beaucoup trop au sérieux pour la première fois, mais pas assez au sérieux sur les fois suivantes. Et typiquement, cette personne-là, ouais, j'aime bien la quote. Son webinaire, je crois, elle l'a fait pendant 4 mois. Tu vois, 4 mois à faire des pubs, à écrire des webinaires, à faire machin. Elle l'a lancé une fois, 2 fois, donc sur 7 jours. Et après, plus rien. Mais en fait, c'est dommage. C'est dommage parce un conseil, si vous voulez vous lancer en webinaire, vous faites 2 mois, un webinaire tous les week-ends. Point. Ouais, voilà, par exemple. 2 mois. Et au bout de 2 mois, vous faites le bilan. Mais bref, il y a plein de trucs de personnes qui vont faire 10, 20 vidéos qui vont arrêter, de personnes qui vont faire ça, qui vont arrêter. Et je pense que le vrai point commun depuis le début, c'est que moi, c'était non négociable. C'est-à-dire que, OK, je veux pas être salarié, faut que ça marche. Donc, j'ai testé pas mal de trucs, j'ai fait pas mal de trucs, mais le vrai point commun, c'est j'ai pas lâché. Et donc, en fait, quand tu testes des trucs, c'est la loi des nombres. Il y a un moment où tu tombes sur le bon numéro, il y a un moment où ça décolle. Tu vois. Qu'est-ce que tu faisais pas ou qu'est-ce que tu n'étais pas à l'époque où Otake patinait, où tu faisais 1000 euros, 1500 euros par mois, que tu avais cette frustration de chercher les vidéos qui allaient marcher, de pourquoi est-ce que je t'avais débossé en abonné, de pourquoi est-ce que d'autres qui faisaient un travail moins bien que toi. Là, peut-être tu m'as redépassé, là. Je sais pas. 36, je crois. Non, en dessous, je crois qu'on est vers 25, 23, je sais pas. Et tu sais, ces étoiles filantes qui passent et machin à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce que tu fais différemment de ce moment où tes résultats te frustraient, tu n'avais pas les résultats que tu voulais? Le vrai, il y a 2 trucs que je fais différemment, mais l'un va avec l'autre. Et ça a été un peu une révélation. Et le résultat, ils sont venus du jour au lendemain. Premier truc, c'est qu'avant, on se focalisait sur des petits produits en ligne, donc des trucs à 50, 100 euros. Et donc ça, c'était ça. Après, j'ai basculé sur de l'accompagnement et du coaching. Donc directement, ça a switché. Donc avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire vente par téléphone, notamment, qui a très très bien marché. Et en basculant sur ce coaching, en fait, j'ai basculé la manière de communiquer, c'est-à-dire que en vrai, quand je faisais du développement personnel, et c'est un des gros problèmes que moi j'ai avec mes clients qui font du développement personnel, et c'est un gros problème que j'ai à leur faire admettre et qui pour moi est la cause de comment dire, que la plupart des gens ne gagnent pas d'argent, c'est que tu ne résous pas un problème. Et en fait, je vais t'aider à booster autour d'Enzo Honoré, on est en plein dedans encore. Je vais t'aider à booster ta confiance. Je vais t'aider à booster ta confiance. Ok, mais on s'en bat les couilles, tu vois, en vrai. Qui se réveille le matin en se disant
Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de booster ma confiance. Tu vois, non. Les gens, pourquoi ils veulent booster leur confiance? Parce qu'ils veulent pécho, parce qu'ils veulent trouver un travail, parce que ils veulent se faire respecter par leur équipe, parce que ils veulent monter un business, peu importe. Mais en fait, il y a un vrai problème derrière. Ouais, Et il y le a un truc but d'être final. généraliste en te disant je t'aide à booster ta confiance, ça parle à personne. Par Ça contre, flop. si tu dis à une personne je vais t'aider à séduire, même si derrière c'est exactement le même problème de confiance en soi et le même programme de formation, et ben là ça parle mieux. Et du coup, Il est capable de en, visualiser le résultat. en parlant d'un problème et d'un résultat plutôt que d'un outil qui est booster sa confiance, je pense que ça fait une énorme différence. Et, euh, et tu vois, typiquement, moi, dans mon programme, les gens payent en ne sachant pas ce qu'ils vont apprendre dans le programme. C'est-à-dire qu'à aucun moment sur ma page de vente, c'est écrit le nombre de vidéos ou le nombre de chapitres ou le descriptif de ce qu'il va y avoir dans mon programme. Parce que ça, c'est un outil, c'est un mécanisme. Eux, ce qu'ils veulent, c'est, OK, je veux passer de l'état d'une personne qui galère à l'état d'une personne qui a un vrai business. Et en fait, quand tu vends vraiment la transformation, que tu vends le résultat, ou au moins le cheminement, que tu t'adresses à un vrai problème, je pense que ça change tout. Et enfin, moi, j'ai des clients vraiment en quelques. Enfin, j'en ai plusieurs qui galéraient depuis 1 an et demi, 2 ans même avec un blog ou avec des produits, ou en créant du contenu, en faisant 0 vente, juste en réalignant ça. Donc, sur les 2-3 premières vidéos du programme, c'est parti, ils ont débloqué leur machine et ça fait des ventes. Donc, ça, c'est vraiment un truc. La question que moi, franchement, je la répète, je crois, toutes les semaines à mes clients, c'est quel problème tu veux résoudre et pour qui. Et à partir du moment où ça, c'est pas super clair et que c'est pas un problème super douloureux, un problème super précis, ben en fait, tu parles dans le vide et tu t'épuises. Et je pense que ça a été le très, très, très gros changement sur Otake, c'est de savoir exactement quel problème je résous et par définition, quel problème je ne résous pas et quel business je ne veux pas aider. Tu vois, hier, il y a une personne qui m'a dit, tiens, je fais 100 000 euros par an, je kiffe trop tes vidéos, est-ce que tu veux m'accompagner? Je lui ai dit non, en fait. Je lui ai dit non, moi, je m'adresse plutôt à des débutants. Donc, ton problème, je pourrais le résoudre, je pourrais peut-être t'aider, mais en fait, non, je ne le fais pas. Ou les gens qui viennent en me disant, Mais tiens, en fait, non. non, non, des gens qui me disent, tiens, j'ai un e-commerce et tout, oui, je pourrais t'aider à développer ton e-commerce, mais je suis pas pour toi. Va voir quelqu'un d'autre. Et en fait, en spécifiant vraiment quel problème tu résous et pour qui, je pense que ça permet d'aider ton business carrément. Encore une fois, du coup, on revient aux bases, on les applique de façon efficace et en profondeur, et c'est ça qui apporte des résultats, quoi. Exactement. Eh ben, c'est pas mal. C'est un peu tout ce que je voulais voir d'un partie un peu business. Mais j'aimerais savoir, pour clôturer un peu cette partie business, avant de passer un peu sur plutôt la partie perso, c'est est-ce que tu es plus heureux? Est-ce que tu te sens différemment? Est-ce que tu es différent de gagner 10 fois ce que tu gagnais il y a 2 ans? Franchement, non. Je pense pas. En fait, ça offre un peu plus de choix, tu vois, de se dire, tiens, bah, ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire. Mais fondamentalement, tu vois, ma voiture, elle coûte pas 10 fois plus cher. Mes habits, tu vois, cette chemise, je crois que j'avais déjà sur la première vidéo, tu vois ce que je veux dire? En fait, ça n'a pas changé Ouais, comme on le énormément. disait, tu n'es pas non plus quelqu'un d'exubérant. T'avais pas. T'as des objectifs matériels. T'as une voiture, t'as une maison qui un jour tu sais que tu vas te. Une montre, un truc. Ouais, il y a une maison qui me fait de l'œil et que je dois faire construire, etc., mais qui nécessite de l'oseille, surtout que je fais pas de crédit, donc ça nécessite encore plus d'oseille d'un coup. Mais oui, une voiture, tu sais, typiquement, en plus, j'en parlais hier avec ma femme, tu vois, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos de gens là qui sortaient des voitures en ce moment. Si tu tombes, frère, si tu tombes à regarder GMK et tout, t'es mort. Bah voilà, T'es hier, mort, je frère. hier, Moi, je je regardais peux une rien vidéo acheter si c'est pas un AMG, si c'est pas Ouais. une RS, c'est fini. Je regardais une vidéo de Akram et du coup, il y a un gars, il a sorti un classe G63 AMG, 210 000 euros. Et le mec, il dit, ouais, bah, je suis entrepreneur dans le bâtiment, ça fait 15 ans, etc. Et je me dis, putain, pour sortir une voiture à 210 000 balles, en plus, à côté, il a un RS6, c'est un Tesla, donc ça veut dire qu'il a genre 400 000 euros de voiture, tu vois. Ça veut dire qu'il en a sous le capot derrière, quoi. Et du coup, je me dis, combien tu fais dans l'année
pour t'autoriser à faire ça. Parce que après, ça veut rien dire. Il y en a, ils vont faire 200 000 euros dans l'année, ils vont acheter une Oui, il y voiture. en a, ils sont débiles, mais toi et moi, on n'achètera pas une voiture pour se mettre short en termes de cash Non. flow. Et Ça du coup, veut moi, dire que pour moi, pour acheter une voiture alors, pour acheter cash, on va dire que tu la payes cash parce que la majorité du temps, tu vas l'acheter à crédit ou une grosse partie va acheter la voiture à crédit. Pour acheter une voiture à 50K, parce que moi, je me suis déjà donné le truc là. Parce que là, je vais payer là, je vais acheter une bagnole là. Normalement, vendredi, je vais acheter une bagnole. Du coup, je la paye cash parce que ça me fait chier. Mais la voiture que je veux, moi, je veux un Porsche Macan, frère. Je veux un petit Porsche Macan Turbo S, petit truc sympa, tu vois. Un plaisir, on va dire un premier plaisir dans la voiture de luxe. Je vais l'acheter d'occasion. Ça va être une bagnole qui va coûter à peu près 100 000 euros. Pour l'acheter 100 000 euros et je vais faire genre max 50K d'apport, il faut que j'ai au moins 400K derrière. C'est le challenge que je me suis donné. Si j'ai pas 400K, je ne sors pas 10% de ce que j'ai en arrière en apport pour acheter la voiture. Parce que derrière, je me dis, il y a l'entretien, il y a le machin. Et quel intérêt de foutre plus de 10% de ce que tu as dans un passif juste pour le montrer ou juste pour en profiter ou je sais pas quoi. Moi, c'est ce que je me suis donné comme règle. Bah, hier, justement, je regarde cette vidéo et du coup, en allant dîner, je dis à ma femme, je dis, cette année, on change de voiture. Elle me dit, ouais, on a changé il y a 6 mois. Et je lui dis, regarde, je lui dis, si cette année, on fait 1 million, est-ce que je peux acheter une voiture ou pas? Et tu sais, elle me dit, bah, tu fais ce que tu veux. Et du coup, je lui dis, ouais, mais un petit truc, genre à 50, 60 000, tu vois. Elle me dit, ouais, bah, fais ton million et après, achète-la ta voiture, tu vois. Mais c'est vrai que, typiquement, moi, si je fais une année où je prends, je sais pas, 200 000 euros net. Aujourd'hui, tu peux l'acheter sur la boîte déjà, donc tu peux l'acheter en chiffre d'affaires. Mais ouais, mais après, les voitures et tout, c'est galère. Mais bref, je préfère l'acheter en perso. Mais si je fais une année où je me prends 200 000 euros de salaire net, pour moi, ce serait débile d'acheter une voiture à 70 000 ou 80 000. Ah tu vois, bah parce ouais, que complètement. avec les 200 000, tu as autre chose à foutre. Maintenant, si je fais une année où je sors 300 ou 400 net, là, il y a moyen de, Là, c'est différent. il y a moyen de faire un petit plaisir. Mais donc, je ne sais même plus c'était quoi la question pour en arriver à ça, mais perso, non, ça n'a pas trop changé. Ça n'a pas trop changé. Ouais, voilà. Est-ce que ça a changé ton niveau de bonheur? Est-ce que ça a changé ta façon de voir la vie? Non, parce que j'étais déjà, je kiffais ma vie, etc. Ça a changé un peu matériellement. Oui, la maison, elle est plus grande. On a une femme de ménage, des trucs comme ça, tu vois. Mais en vrai, ça n'a pas trop changé, tu vois. Tu mets toujours autant d'argent de côté, tu vis toujours plutôt tranquille. Après, forcément, on dépense plus, tu vois. On dépense plus, mais on dépense pas. En gros, dans notre lotissement de petits cadres CSP+, on sort pas du lot, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je roule pas en allemande, j'ai pas, je m'habille pas avec des trucs qui brillent et tout. Donc, en vrai, je passe comme tous les gens lambda qui ont un travail et qui vivent. Et du coup, là, tous les ans, tu dépasses ton niveau de résultat, ton niveau de revenu, je pense, en ce moment-là. Ouais, tous les ans, ça monte bien. Ouais. L'année dernière, on sait, tu as annoncé un peu publiquement où est-ce que tu en étais, où tu peux nous donner une tranche, une fourchette? Là, cette année, en 2020, là, on a dépassé les 300 et quelques de chiffre d'affaires. Tu vois. Après, comme sur Otake, il y a un peu de frais parce que j'ai une équipe, etc. Sur le business de ma femme, il y a pas beaucoup de frais, donc c'est quasiment que du bénéfice. Donc là, on est pas mal en termes de résultats. Cette année, on est pas mal. En termes de marge, on est pas mal. Mais après, voilà, ça reste un truc, comment dire, tu prends deux ingénieurs qui font 5 ou 8 000 euros chacun en couple, tu vois, ça se retrouve, tu vois. Donc, c'est pas non plus encore des trucs qui sortent du lot en mode 60 000 ou 100 000 euros par mois net. Là, ça cause, tu vois. C'est ton prochain objectif. C'est quoi ton objectif financier, du coup? Vers où tu veux aller? J'aimerais bien sortir. Franchement, si j'arrivais à sortir 200 000 euros net d'impôts tous les ans, donc après toutes les taxes et tout, parce que tu vois, en France, ça tape. Ça pique. Franchement, 200 000 euros, je pense que je suis bien parce que là, cette année, on a calculé voyage compris. Donc là, on devait aller à Dubaï la semaine dernière. Donc je pense déjà cette enveloppe voyage, elle va sauter parce que ça a l'air de se resserrer. Voyage compris, tout compris, on dépense environ 55 000 euros dans l'année. Tu vois, tout compris. Donc, va, hein. C'est correct. Donc je me dis, si j'arrive à sortir 200, bah en fait, c'est-à-dire que je peux investir 100 et quelques par an dans de l'immobilier ou dans différents placements et du coup construire un truc qui fait que dans quelques années, j'ai un vrai patrimoine qui me met à l'abri. Tu vois.
Est-ce que l'objectif du coup de devenir millionnaire est revenu un peu au goût du jour avec cette reprise de confiance en toi? En fait, l'objectif Est-ce qu'il a millionnaire. déjà été déjà? Est-ce que ça a déjà Non. été un de tes objectifs? Oui, tu as toujours cette connerie de dire je serai millionnaire à 30 ans, tu vois. Ce qui n'est pas le cas. Après, tu comprends qu'entre faire 1 million de ventes et avoir 1 million sur son compte en banque, il y a un fossé qui est incompréhensible au début et que tu peux pas concevoir quand tu es débutant. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, l'objectif, c'est pas forcément de faire 1 million, tu vois. L'objectif, c'est d'avoir, en gros, d'avoir les reins solides, d'avoir un vrai patrimoine, de se poser, de se dire, OK, j'ai des business qui crachent de l'argent, mais à côté, j'ai des investissements qui crachent de l'argent, j'ai cette sécurité, j'ai ça de côté, et d'avancer, tu vois. En vrai, c'est pas un objectif en soi, c'est-à-dire que même si je mets 10 ans à le faire, c'est pas. Mais tu sais que tu vas l'être? Voilà. Ouais, ça, enfin, franchement, je vois pas comment je ne le serais pas, tu vois. Sauf si demain, tu as un effondrement de la civilisation et qu'il n'y a plus Internet et tout, et qu'on doit repartir sur un nouveau truc. Là, peut-être que ça mettra un peu plus de temps. Mais si Internet, ça tient, normalement, on est là, tu vois. Et ça te fait quoi? De savoir que tu vas réussir à atteindre ce truc, d'avoir ce niveau de sécurité, en regardant un peu dans ton rétro, ta famille, tes parents, là d'où tu viens. Est-ce que tu as une forme de fierté? Est-ce que tu as une forme de... En fait, aujourd'hui, je réalise pas trop, mais je sais qu'il y a un moment où j'ai eu ce déclic. C'était à peu près, justement, quand je te parlais du shift et tout, de ce truc-là. Il y a un moment où, ça y est, tu vois, quand je t'ai dit que j'ai compris les règles, à ce moment-là, je me suis dit, OK, quoi qu'il arrive, je ne manquerai jamais d'argent. Et en fait, à partir du moment où tu comprends ça, que voilà, tu as craqué le code et que quoi qu'il arrive, tu sauras rebondir, ça ne veut pas dire que Otake va durer à vie. Peut-être demain, Facebook va me fermer mon compte, etc., etc. Ça ne veut pas dire que je vais faire avec ça. Je peux même tout perdre sur un mauvais truc. Mais je sais que je sais faire de l'argent. Et du coup, ça fait, je sais pas, tu as une sérénité, tu es apaisé, et du coup, tu n'as plus cette boule au ventre, et en fait, ça se ressent, et du coup, tu attires plus. En fait, tu bosses mieux. Ouais, tu bosses mieux et tu attires des meilleurs clients. Et du coup, ouais, c'est vraiment cette tranquillité de se dire, je ne manquerai plus d'argent parce que je sais régénérer l'argent. Et c'est marrant parce que si tu veux, moi, j'avais... l'année dernière, du coup, j'ai basculé sur le coaching à 100%. Donc, j'ai début 2019, j'ai arrêté de faire du e-commerce. Dépression un peu de l'e-commerce pour moi. Pour revenir finalement à ce que je voulais faire, c'est-à-dire du développement personnel, c'est-à-dire de vivre cet éveil que j'avais l'impression de gâcher. Et je me lance là-dedans. D'accord, je me lance là-dedans, dans le coaching à fond. Alors d'abord, j'ose pas dire vraiment coaching en développement personnel. Du coup, je dis coaching business et finalement, je donne du coaching en développement personnel aussi. Mais en tout cas, j'avance là-dedans. Et donc, cette idée de devenir millionnaire, cette idée c'est du loup de Wall Street, tu vois, cette idée de se gaver, de voir les trucs en grand, a complètement changé. Je suis à deux doigts de mettre des shorts en lin, des chemises en lin, de vivre à pieds nus et de me tourner beaucoup plus vers le bonheur. Et tout ça prend beaucoup plus de place dans ma vie. Et donc, du coup, tous ces objectifs matériels n'ont plus de sens pour moi. Et il y a 6 mois, 6-7 mois, je te dirais, c'est revenu. Alors, c'est revenu. C'est le naturel, il revient au galop. Potentiellement, je ne sais pas. Mais c'est la première fois de ma vie que je ne cherche plus à devenir millionnaire et que je sais que je vais l'être. Avec un peu de chance, si je ne fais pas le Enzo et que je garde l'argent de côté, j'arriverai peut-être à le faire avant mes 30 ans. Il va falloir bosser un peu, il va falloir investir plus que 2000 par jour, mais ce serait possible. Et du coup, c'est la première fois de ma vie que j'arrête, tu vois, d'être dedans, de me dire ouais, machin, d'être serein, juste de faire le taf et par effet mathématique, ça va se faire. Et c'est la première fois de ma vie que je ressens ça. Et que je comprends du coup que avant, quand j'étais en mode jeune galopin qui court partout et que, tu vois, et que j'étais complètement dans le faux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est ça, c'est que en fait, avant, c'était plutôt un fantasme de te dire, de toute façon,
c'est pas palpable, je peux pas le toucher du doigt, c'est un Ouais. truc, etc. Et aujourd'hui, parce que alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu as la sérénité parce que la route, elle est à peu près tracée, tu sais où tu vas aller, tu as juste à répéter les choses un peu plus fort, un peu plus vite. Et même avec l'effet cumulé, tu n'as pas besoin d'aller plus fort et ça va se faire avec le temps. Et, et en fait, tu gagnes beaucoup en fait en sérénité parce que du coup, t'arrêtes de courir après une illusion. Parce qu'en fait, on a beaucoup l'illusion de ouais, je suis millionnaire, ça y est, ça a réglé tous mes problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as compris qu'être millionnaire, ça va régler aucun problème. À part Ça les en problèmes rajoute, frérot. à part les problèmes d'argent basiques, mais ça va rajouter d'autres problèmes. Et que, comme tu l'as dit, si tu fais le Enzo, en fait, tu peux avoir 1 million et ne plus rien avoir quelques jours après. Donc, On est capable, frérot. j'avoue que enfin, les quelques jours qu'on a passé ensemble en Thaïlande, je me dis, mais ils claquent trop d'argent, ces gens-là, tu vois. Mais bref. Donc, en fait, comme tu es sorti du fantasme, mais que tu es plus dans le matériel, dans le concret et dans la réalité, en fait, de la matière, je pense que, en fait, tu comprends qu'il y a des avantages et des inconvénients à faire 1 million, que c'est juste un événement parmi d'autres sur le chemin et que, en fait, ça va être fait, c'est OK, c'est cool, tu vois. Et en fait, je pense que ce sera cool quand un jour tu te lèveras et sur ton compte, tu auras écrit, tu auras 7 chiffres et là, tu matérialiseras le truc. Mais sinon, je pense pas que ça va changer grand-chose, en fait. Tout est Non, graduel. je pense pas C'est-à-dire non que plus. de la même manière que de dépenser à 2 000 euros par mois à dépenser 5 000 euros par mois, moi, je l'ai pas vu passer. J'ai pas vu le truc monter. De la même manière que j'ai pas vu trop la différence entre les 30 000 et entre les 3 000 et les 30 000. Bah, en vrai, je pense que je verrai pas trop la différence entre les 30 000 et les 100 000. Et en fait, ça va augmenter petit à petit. Tu t'adaptes. Et ça rejoint tout ce qu'on disait au début. C'est qu'en fait, faire 1 million, ce sera normal. Et en fait, au moment où tu vas le faire, ce sera tellement normal pour toi que ça te fera ni chaud ni froid, je pense. Et justement, du coup, tu parlais tout à l'heure de banaliser ses objectifs pour finalement les réaliser. C'est un peu ce que tu viens de nous dire. Désacraliser le million ou le millionnaire et en comprendre l'intégralité du spectre pour pouvoir le réaliser. Est-ce qu'on arrive quand même à profiter, à être heureux du truc, vu que pour l'obtenir, on doit le banaliser. Si on le banalise, est-ce qu'on a encore du plaisir à le réaliser? Est-ce qu'on est encore heureux sur le process? Est-ce que finalement, tu vois, on en profite vraiment? Mais moi, je pense que l'erreur, c'est de se croire que c'est le 1 million qui va te rendre heureux. Et en fait, c'est le phrase tout con de dire bah, faut kiffer le chemin et pas la destination. C'est-à-dire que, en fait, le million, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le dernier truc. Mais toi, tu dois kiffer de faire le gâteau, de cuisiner, de mettre les trucs au four et d'avancer, tu vois. Et en fait, si le process, tu l'as kiffé, à la fin, en fait, le million, oui, tu peux le célébrer, tu peux te faire une petite soirée si tu veux, tu vois. Mais en fait, pour moi, je ne sais même pas si je le célébrerai, tu vois ce que je veux dire? Peut-être je le célébrerai, j'aurai un petit trophée derrière moi et je serai content, tu vois. Mais la réalité, c'est que c'est le chemin, en fait, qui doit te rendre heureux. Parce qu'il n'y a pas un événement précis de se dire, tu sais, c'est pas le jour où sur ton compte. Parce que, en fait, tu vas pas te réveiller un jour entre j'ai 0 et j'ai 1 million. C'est-à-dire que tu vas passer de 980 000 à 1 million et quelques. Donc, symboliquement, c'est énorme, mais financièrement, tu auras juste gagné 10 000 balles de plus. Donc, en fait, Ça, c'est très fort pour casser le mythe, ça. en fait, je pense que tu n'auras pas de waouh, tu vois, de c'est ouf. Tu vois, sauf. Et là, ça va rien changer, tu auras gagné 10... Ça sera encore pire. Ça sera beaucoup moins impactant que de gagner 10 000 balles aujourd'hui. Oui, carrément. Sauf si, par exemple, soit tu fais un gros coup d'un coup, tu vois, Ah et donc oui, mais là, ça, le mes truc frères, de. on n'est pas sur le mode gros coup, ni toi ni moi. Ou soit, genre, si par exemple, tu vois, tu te payes pas toute l'année parce que tu te payes en dividende, et qu'à la fin de l'année, tu prends un vrai chèque qui te fait passer de 250 000 euros sur ton compte à 2 millions, tu vois. Et là, je pense que ce virement-là, tu le savoures comme jamais, tu vois. Oui. Mais si tu te payes un peu régulièrement et que c'est un passage comme ça, je pense que le plaisir, il est plus dans la progression, dans le chemin, de voir que ça avance, que ça continue. Et en fait, je pense que c'est mieux de le voir comme ça parce que sinon, si la destination, c'est le million, ok, une fois que tu as 1 million, 24 000 euros sur ton compte, tu fais quoi après? Tu vois ce que je veux dire? Alors que si le. Eh ben, on en dépense 200 000 et comme ça, il faudra tout aller chercher. Après, si le chemin, c'est. Comment dire? Si tu kiffes le chemin et que tu kiffes le process, donc tu kiffes faire des pompes tous les jours, ben en fait,
t'en as un, et puis dans quelques années, t'en auras deux, t'en auras trois, et t'en auras cinq, et t'en auras 10, ou pas, tu vois. Mais en fait, on s'en fout à partir du moment où tu kiffes vraiment le processus. À partir du moment où tu es vraiment confiant, serein, et que tu n'es plus dans la course, c'est à ce moment-là que tu as le plus de chances de gagner. C'est un peu particulier quand même, non? Ouais, mais ça dépend, je pense, des activités. Nous, dans nos activités de business et de coach business, c'est très, très vrai parce que tant que tu es dans le manque, tu vibres le manque et tu attires des clients qui vibrent le manque et du coup, tu attires des mauvais clients. Et du coup, il faut que tu sois serein pour y arriver. Et même dans les autres business, j'ai envie de te dire que quand tu es dans le manque, tu fais que des actions court-termistes pour te sortir de. Et tu as peur. Et du coup, quand tu as cette sérénité, tu peux faire des vraies actions long terme qui ne vont pas te payer demain, mais qui vont te payer à un moment donné. Tu peux prendre des risques. Tu peux prendre des risques qui vont payer. Et en fait, quand tu es dans la peur du manque, tu prends ni risque, ni rien du tout. Tu fais que des mauvais choix. Et c'est pour ça que moi, ce que je recommande à tout le monde dès le début, et j'ai des clients qui l'ont fait et qui m'ont dit ça a tout changé, c'est dès que tu commences à gagner de l'argent, tu économises un an. Un an de dépenses. Donc, tu calcules combien tu as dépensé en 2020. OK, j'ai dépensé 23 000 euros. OK, ton objectif, quand tu commences à gagner de l'argent, c'est pas d'acheter une montre, c'est pas d'acheter un nouvel iPhone ou je sais pas quoi. C'est de mettre 23 000 euros de côté. Et tu sais que peu importe les choix que tu fais, qu'ils soient bons ou mauvais, dans tous les cas, tu peux payer ton loyer, tu peux partir en vacances. Et une fois que tu as ces 23 000 balles là de côté, derrière, tu peux prendre full risque et tout va bien. Ouais, tu peux prendre full risque, tu peux prendre des décisions sur le long terme et pas sur le court terme. Et en fait, tu gagnes en sérénité. Et à ce moment-là, je pense qu'il se passe un switch dans ton business. C'est sûr que moi, je vais vous partager un petit secret, une petite exclusivité. Donc, ce seuil chez moi, il n'était pas de 23. Je suis un mec, je vis de peu, moi. Il était de 12. Et donc, moi, j'avais 12K, tu vois, de côté sur un compte que j'utilise jamais, machin, en mode matelas de sécurité. Si demain le monde explose, avec 12, je repars. Tu vois. Et je crois que ça doit faire 2 ou 3 ans que j'ai vraiment respecté le truc et je les ai mis de côté. J'ai dû les dépenser 4 ou 5 fois pour investir en pub parce que j'avais des cartes bloquées, des machins, des trucs. Et la dernière fois, c'était il n'y a pas longtemps. Et le fonds de sécurité, il saute à chaque fois, moi. Mais super conseil. Mais effectivement, j'arrive même pas à me le respecter jusqu'au bout. Tu vois. Moi, c'est pour ça que ce fonds de sécurité, c'est pour ça que c'est pas moi qui l'ai. Moi, mes comptes, ils sont libres. C'est ta femme. Ouais. Exactement. Moi, mes comptes, franchement, il y a rarement plus de 5 000 euros dessus, tu vois, ou 2 000 euros. Parce que, tu vois, je vais aller acheter des trucs, tiens, un machin, un nouvel iPhone, une nouvelle montre, tac, tac. Et en fait, là, moi, tout l'oseille, il est chez ma femme. Je ne le vois pas, il n'existe pas. Et tout va mieux. Tout va très bien. Justement, alors aujourd'hui, il doit bien avoir 3 ans, ton fils, non? Non, même pas. Il va avoir 2 ans. Bientôt. Il va avoir 2 ans. Ouais. Peut-être je nous vois vieillir un peu trop vite. Justement, tu es devenu papa, du coup, il y a 2 ans, frérot. Événement quand même qui chamboule, je pense, pas mal la vie. Je ne le sais pas encore, je ne l'ai pas encore vécu. Mais qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vision du business? Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien, dans ta façon de travailler, peut-être? À quel point ça a chamboulé un peu ta vision du monde, de la vie? En fait, c'est drôle, mais ma vision, elle n'a pas changé. Parce qu'en fait, il faisait déjà partie de la vision avant. Tu vois. C'est-à-dire que quand on te dit tu fais un vision board, machin, etc. En fait, moi, mon enfant, il était là. Et du coup, tout ce que j'ai construit dans mon business, de pouvoir avoir le temps, de pouvoir avoir une activité qui ne me prend pas trop de temps dans la journée, de pouvoir être chez moi, etc. En fait, c'est un truc que j'avais construit pour cette vie de famille-là, même si au début, on n'était que 2. Donc, en fait, fondamentalement, ça n'a pas… Tu avais anticipé ta vie de papa, quoi. Voilà, c'est ça. Et pour moi, c'était la continuité, tu vois. J'ai pas commencé un business à l'époque où j'étais célibataire, je savais pas si je voulais des enfants ou pas. Tu vois, moi, c'était clair, j'avais ma femme, je savais où j'allais et voilà, on suivait le plan. Et du coup, tu sais que tu m'as inspiré. Hein. Là, notamment, il y a un business avec un partenaire que tu connais, que j'ai développé uniquement pour générer suffisamment de revenus passifs pendant 1 an pour ne pas bosser à temps plein, tu vois, pour ne pas être obligé de bosser, pour pouvoir m'occuper de mon enfant quand il va arriver. Tu m'as vachement inspiré là-dessus parce que c'était ton… Donc, pour tous ceux qui ne savent pas, toi, ton truc, c'était je m'occupe du bébé, genre full time, je peux me dédier à lui si je veux.
C'était un peu ta vision, quoi. Oui, voilà. Et du coup, cette vision-là, elle n'a pas trop changé, en fait, parce que mon but, voilà, c'est pouvoir te passer. C'est pour ça que j'aménage un peu mes horaires. C'est pour ça que là, par exemple, on est en train de parler pendant qu'il fait sa sieste, et après, quasiment ma journée, elle est finie dès qu'il va se réveiller, etc., etc. Donc, ça a changé. Sur la vision, ça n'a pas changé. Par contre, sur le quotidien, oui, ça change. Ça change parce que, en fait, moi, je ne me rendais pas compte. Nous, aujourd'hui, notre fils, il n'a jamais été en nounou. OK? Donc, ça veut dire qu'on l'a 24 heures sur 24 avec nous. Et en fait, ça C'est pas mal demande. quand même à 2 ans. Ouais, ouais, pas mal. Et du coup, ça demande une attention très, 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 très forte tous les jours, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc, je ne vais pas faire le mytho, tu vois. Essentiellement, c'est ma femme qui passe du temps avec lui et qui est avec lui. Mais je passe quand même, voilà, le matin, j'essaie de prendre tous les petits déj avec lui. Le midi, je mange tous les midis avec lui. Le soir, je mange tous les soirs avec lui. Entre les deux, entre deux calls, entre deux trucs, je descends, on va jouer un peu, machin, etc. Donc, sur le quotidien, c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie et du coup, ça demande une réorganisation et tu peux pas, en fait, tu peux pas juste te dire c'est un truc en plus qui est là. Non, non. Ça demande à prendre une réorganisation. Ça demande. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi chronophage et énergivore, mais du coup, on s'adapte et ça se passe très bien. C'est le kiff? Ouais, franchement, c'est marrant. C'est pas facile tout le temps. Il y a des moments, c'est super relou, tu vois. Mais dans la balance, bien sûr que c'est beaucoup plus de kiff et c'est Est-ce que cool. tu as l'impression que ton enfant te vole un peu de ta liberté? Non, non, Non? pas il me vole la liberté, mais il met des contraintes. Tu vois. Il met des contraintes qu'en fait, tu es obligé de prendre en compte. Quand tu voyages, notamment, tu vois, nous, on pouvait partir en mode, tiens, on va prendre une petite chambre, machin, un studio. Lui, comme il a le sommeil très léger, il faut forcément prendre plusieurs chambres. Donc, en fait, tu passes de, tiens, je voyage dans un studio et je dors sur le clic-clac à, il me faut au minimum de chambres. Donc, tu vois, c'est des contraintes. Tu as moins de choix sur les logements, par exemple. Tu payes beaucoup plus cher aussi. C'est des contraintes. Mais en fait, c'est des contraintes qu'on a choisies, tu vois. Même si on n'avait pas conscience de 100% des contraintes avant, on savait très bien que ça allait prendre du temps. Et puis, tu vois, on a voyagé en 2020, malgré le Covid, on a fait un mois dans les Antilles, là, tout au début, juste avant le Covid, janvier-février. Après, on est parti cet été en mode un peu nomade quand on a changé entre deux maisons. Pendant 3 mois, on est parti dans le sud, on a kiffé. Donc Même avec un bébé, on bouge, quoi. Oui, c'est comme entrepreneur ou salarié, tu vois. Beaucoup de gens pensent que entrepreneur, c'est la liberté totale, tu fais ce que tu veux. Oui, tu fais ce que tu veux, mais tu as quand même des contraintes en vrai. Tu as quand même Bien des sûr. contraintes et il faut juste en avoir conscience et tu choisis ces contraintes-là et c'est cool. Et du coup, il y a beaucoup de papas, parce que les mamans, j'ai l'impression qu'elles sont plus préparées, qui me disent j'ai découvert l'amour inconditionnel quand ma fille ou mon fils est arrivé. Est-ce que toi aussi, tu as vécu cette expérience d'amour particulier quand c'est ton être, ton enfant, machin? Je vais faire le bâtard, mais non. En vrai, moi, j'ai peut-être limite vécu l'inverse, tu vois, de me dire, en fait, il est très, très fusionnel avec ma femme, parce qu'elle l'allait, parce que donc il passe beaucoup de temps avec elle, c'est elle qui le couche et tout, parce que comme elle l'allait, elle passe du temps avec lui, machin, etc. Et du coup, j'avais l'impression que les premiers mois, en fait, il ne me calculait pas, je ne le calculais pas. Et du coup, en fait, typiquement, j'avais déjà fait cette réflexion. Tu as vu, j'ai ma nièce qui est née, donc c'était le premier bébé dans la famille qui est né quelques mois avant lui, 4 mois avant lui, 5 mois, je crois. Et du coup, en fait, pour moi, il n'y avait aucune différence d'amour entre les deux, tu vois. C'est-à-dire que c'était mignon, je les aimais bien tous les deux, c'était ma famille, mais en fait, j'avais pas ce truc de waouh, etc. Et après, je me rappelle, c'était peut-être au bout du 6e mois, ou peut-être un peu plus même. Je fais un moment, je rigole avec ma femme, et je dis, en fait, je l'aime bien, ce petit, tu vois. En fait, oui, tu as un truc qui se crée. Mais au début, en tant que papa, on m'a parlé un peu de Au fur et à mesure, plutôt. Il y en a qui ont vécu un peu le truc déclic, tu vois, waouh, machin. Moi, bien sûr, j'ai chialé, bien sûr, je l'ai pris dans mes bras, bien sûr, je tenais vraiment fort à lui, tu vois. Mais typiquement, je voyais pas de grande différence entre lui et ma petite nièce, tu vois, que j'aimais bien, etc., et que je voulais protéger tout autant, etc. Et après, bien sûr, avec le temps, on apprend à, voilà, à rigoler ensemble, à jouer ensemble. Puis quand il vient, il te fait un câlin, et quand il te prend dans les bras, il te dit papa, je t'aime. Là, oui, bien sûr, ça fait un truc différent, c'est un amour différent. Et c'est vraiment un truc, quoi, un truc spécial.
Associé, partenaire avec ta femme, est-ce que vous arrivez bien à vous entendre? Est-ce que ça se passe bien? Le boulot ensemble, la maison ensemble, 24/24 avec le bébé. Comment est-ce qu'on gère partenaire dans la vie, partenaire en amour, partenaire dans tout ce qu'on fait? Mais nous, on a une relation très particulière, c'est qu'on passe déjà on passait beaucoup de temps ensemble depuis toujours, tu vois, même quand on était ensemble. On n'a jamais eu un grand cercle d'amis, genre, elle va pas voir ses copines, moi je vais pas voir mes potes, c'est rare, tu vois, c'est très très rare. Et notamment, tu vois, cette question-là, on nous l'a eu, enfin, on nous l'a dit, ouais, quand on a fait le tour du monde. Ah, mais genre, Ouais. pendant un an, vous allez être ensemble 24/24. Bah ouais, mais en fait, Ça n'a pas changé grand-chose à votre life normale. Ouais. un, ça n'a pas changé grand-chose, et deux, si la personne avec qui tu partages ta vie, c'est douloureux d'être avec elle 24/24, c'est qu'il y a un problème, tu vois. C'est comme pendant le confinement, quand les gens ils ont dit, j'en peux plus de voir mon mari tous les jours, tu vois. En fait, il y a un problème quelque part. Si tu considères que être chez toi tous les jours, c'est un calvaire, ben en fait, c'est que ton chez toi, Chez toi, il est pas bon, frère. il est pas bon. Tu sais, si tu te sens mieux dans ton bureau, enfin, si tu te sens mieux à ton travail que chez toi, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et du coup, ce truc-là, je l'ai jamais vraiment eu. Donc, nous, on est très fusionnels, on passe beaucoup de temps ensemble, ça se passe bien. Alors, bien sûr, parfois c'est chaud. Avec le bébé, bien sûr que parfois tu perds patience, etc. Mais globalement, ça se passe très, très bien. Après, pour la partie business, en fait, on est partenaire sur cette activité, mais tu vois, je la considère, comment dire, on se considère pas vraiment comme des associés, tu vois, sur le business. C'est juste, on a un petit truc ensemble. C'est comme, je sais pas, tu as vu si, en fait, c'est vraiment très, très artisanal, tu vois. On fait pas de réunion. Il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de réunion, tu vois, je sais pas ce qu'elle fait, elle sait pas ce que je fais. En gros, moi, je fais pas grand chose à part lancer des campagnes au moment des lancements. Elle crée son contenu de temps en temps. Et en fait, voilà, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de truc. Elle n'a pas encore basculé en mode entrepreneuse? Pas du tout, pas du tout. Et là, elle est en mode maman, donc elle n'a vraiment pas le temps. Donc là, ça fait 2 ans, elle est en mode très, très slow, tu vois. Et en fait, à une époque où ce business-là représentait, on dirait 100% de nos espoirs financiers, tu vois, j'ai fait le piège de vouloir lui imposer un rythme, de lui dire machin, etc. Et en fait, je voyais que je me prenais pour son patron, tu vois. Et en fait, j'ai compris que c'était pas du tout ce que je devais faire parce que ça allait tout casser. Donc, je me suis dit, OK, autant développer au taquet de mon côté. Elle a fait son truc. Même si, bien sûr, ça grossit beaucoup moins vite que ce qu'on pourrait faire. Bien sûr que on va beaucoup moins vite que ce qu'on pourrait faire si on avait des équipes, si machin, si machin. Mais en fait, c'est OK. Elle, voilà, c'est son hobby, c'est son argent de poche, et qui est sacré argent de poche. Et du coup, moi, en gros, je supervise, tu vois. Je supervise un peu le truc au niveau marketing parce qu'elle ne connaît pas. Mais donc voilà, je n'ai pas l'impression d'être associé. Donc, on en parle très rarement, tu vois. On en parle peut-être une fois toutes les 2 semaines ou une fois tous les mois, tu vois. Donc, c'est tiens, où est-ce que tu en es, qu'est-ce qu'on fait? Mais sinon, il n'y a pas de. Voilà. Donc, c'est pas vraiment cette relation d'associé. Je connais d'autres personnes qui sont associées avec avec leur conjoint, où ils ont vraiment ce truc-là de business, on fait des réunions, machin. Moi, il n'y a pas. C'est vraiment. C'est son petit blog perso, c'est son truc, ouais. Covid un peu, qu'est-ce que tu en penses de toute cette merde? Moi, je suis passé par plein de phases dans le Covid. Au début, tout au début, avant même qu'en France, on commence à s'en inquiéter, moi, je m'étais inquiété. J'avais par rapport au Maroc à l'époque, je crois, non? Non, parce que j'avais vu, je sais pas, j'avais vu ce qui se passait en Chine, puis après ce qui se passait en Iran, puis après ce qui se passait en Italie, et après, je me suis dit, bah, ça va arriver, tu vois. Donc, j'avais vraiment, on va dire, paniqué au début. Je me suis dit, ça va faire mal. Donc, les premiers mois de confinement, tu sais, je me suis dit, ouais, je sais pas où ça va mener, tu vois. Et après, en fait, depuis, franchement, depuis, allez, on va dire, le premier déconfinement, donc depuis le mois de mai, je sais absolument pas quoi penser de ce bordel, tu vois. C'est-à-dire que je sais pas, en fait, je sais pas. Est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux, est-ce que le confinement est justifié ou pas, est-ce qu'on devrait se faire vacciner ou pas, est-ce que les masques ça sert à quelque chose ou pas. Tu vois, moi ça c'est un truc, je sais pas. En fait, j'ai envie de dire je sais pas. Tu vois là, typiquement, on doit partir à Dubaï dans 10 jours, mais jour après jour, il y a des trucs, il y a des restrictions qui tombent. Peut-être qu'on va manger un confinement en France, etc. Et tu vois, pour Dubaï. Moi, je pense que si on y va, on est fortement exposé au Covid parce qu'apparemment, c'est la fête du slip là-bas et que tout le monde y va et que machin et qu'il y a des centres commerciaux, etc. Moi, aujourd'hui, je considère que dans mon cas, à moi personnel, c'est pas super, super dangereux parce que j'ai 30 ans, parce que j'ai pas de maladie, machin, etc. Donc, je suis prêt à prendre le risque, sachant qu'en revenant, mes parents, ils sont pas là, donc je vais pas les voir pendant plusieurs semaines avant de truc. Donc, tu vois,
moi, je suis prêt à prendre ce risque-là, tu vois. Maintenant, où est-ce que ça va franchement, en fait, j'ai envie de te dire, je sais pas, et deux, je m'en bats les couilles un peu. Tu vois. C'est vraiment, en fait, ça n'a aucun impact quasiment sur mon quotidien. Oui, ça a des programmes, des vacances, des trucs comme ça. Mais en fait, l'impact sur mon niveau de bonheur, il est inexistant, tu vois. C'est-à-dire que je fais ma petite vie confinée chez moi. De toute façon, je suis déjà confiné toute l'année. Quand je veux sortir, je sors. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, si demain je veux aller à Dubaï, c'est pas parce qu'il y a un confinement que j'irai pas, tu vois. En fait, c'est juste, est-ce que le niveau de contrainte, il est plus élevé que le nombre de bénéfices. Mais ça, c'est pas une question de confinement. Pendant le confinement, le couvre-feu, si je veux sortir, je sors. Tu vois. En vrai, si je veux sortir et que je veux faire un truc, en fait, oui, je sors. Et si je veux aller voir des gens, je sors. Et si je dois prendre une amende, je prends une amende. Tu vois. Mais en vrai, je fais pas non plus le mongol. Tu as vu, je fais pas de soirée, je fais pas de machin. C'est juste, pour moi, je suis responsable de ma sécurité et de celle de mes proches. Donc, j'agis en fonction de ce que je trouve cohérent ou pas. Donc, comme j'ai pas trop d'avis sur la maladie, je fais attention sans trop avoir peur non plus. Tu vois. Vaccin, si demain ils obligent à faire le vaccin pour voyager. S'ils obligent pour voyager, on essaye d'aller dans des pays où tu peux pas, où t'es pas obligé. Parce qu'aujourd'hui, le vaccin, je suis pas forcément contre les vaccins de manière générale. Ce vaccin-là, je me dis, c'est un peu un bêta-test. Tu vois, le truc, il est sorti trop vite. Tu vois, c'est comme je sais pas, là, ils sortent un nouveau logiciel, tu vois, faut pas l'acheter le premier mois, tu vois, parce que tu sais que tu vas avoir des galères, tu vois. Et du coup, moi, j'ai pas envie d'être un bêta-testeur, tu vois. Donc, si je dois me faire vacciner dans 1 an ou dans 2 ans, pourquoi pas à la limite, tu vois. Mais si je peux esquiver en attendant, je préfère, tu vois. Je préfère. Si c'est obligatoire pour prendre l'avion, on ira là où on peut y aller en voiture. Si c'est obligatoire pour sortir de France, on découvrira la France, tu vois, qu'est-ce que je te dis. Et après, si c'est obligatoire, ça sera obligé, on le fera, tu vois. Mais tant que je peux esquiver, j'esquiverai. Le plus tard possible, quoi. Ouais, voilà, le plus tard possible. C'est-à-dire que je suis pas fondamentalement contre, mais j'ai pas envie d'être dans la première vague. On vieillit, frère, de plus en plus. Tu le disais, tu t'es lancé sur Internet dans l'entrepreneuriat en 2011. Ça commence à faire quelques années. T'es daron maintenant. Ce serait quoi les 5 conseils que tu aurais aimé qu'on te donne à 20 piges? Il y a une phrase je crois que c'est une phrase de Bruce Lee, mais moi je l'ai entendu chez Martin Latulippe qui l'a dit souvent. Et c'est un truc qui, moi, résume un peu mon parcours. Be water, il dit. C'est vaut mieux faire une chose 1000 fois que 1000 choses une seule fois. Et en fait, ce syndrome de l'objet brillant, de courir après plein de trucs, de vouloir chasser l'opportunité tout le temps, je pense que ça m'a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de résultats, beaucoup de trucs. Je suis pas déçu de l'avoir fait parce qu'en vrai, ça m'a fait apprendre plein de trucs. Et aujourd'hui, tu as vu, j'ai fait du commerce, j'ai fait du print on demand, j'ai fait du AdSense, de l'affiliation, du vente de leads, du SEO, bref. Donc, j'ai vu plein de trucs qui aujourd'hui sont une force dans mon business. J'ai même ouvert une pizzeria. mais en vrai, ça m'a fait perdre aussi du temps, de l'argent, de l'énergie. Et ce truc-là d'être focus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal en fait à faire des tests, à chercher des trucs. Mais quand tu as un truc qui commence à pousser, à germer, arrête tout et focalise-toi sur ça. Parce qu'en fait, sinon, tu ne feras jamais un grand truc. Tu vois, tu ne feras jamais un vrai truc. Et comme il y a une histoire d'effet cumulé, en fait, si tu as plein de projets qui rapportent 1 000 € par mois, en fait, ils ne vont jamais vraiment décoller. Tu vois. Alors que si tu en as un seul qui rapporte 10, 15 000, tu n'es pas à l'abri que dans 1 an, il rapporte 100 000. Tu vois. Et donc, il y a un moment, il faut se focus vraiment sur un projet, arrêter de se disperser, arrêter de courir après les opportunités. Il y a, juste après l'histoire de la pizzeria, il y a 2 ans, j'ai pris la décision ferme de ne plus jamais, pas de plus jamais. Je m'étais dit pendant 3 ans, tu lances plus aucun projet et tu n'acceptes plus aucun projet. C'est-à-dire que toi, demain, Enzo, tu viens me voir avec une idée de ouf et tu me dis, tiens, viens, on le lance ensemble. Je vais te dire non. Tu dis non. Pas parce que je t'aime pas, parce que le projet, il est pas ouf, tu vois. Mais c'est parce que non, ça va me déconcentrer. Et du coup, il me reste encore 1 an à tenir. 2022, je peux reprendre les nouveaux projets, tu vois. Mais en gros, jusqu'à fin 2021, je ne lance plus rien de nouveau. Je me focalise vraiment, vraiment, vraiment sur ce qui marche déjà. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, en vrai, toi, c'est des conseils bateaux, tu vois, mais c'est des trucs de ne pas lâcher, tu vois. En fait, de ne pas lâcher. Parce que
J'avais Il y a entendu des cette choses que tu vidéo. as lâchées à 20 piges, entre 20 piges et aujourd'hui, il y a des choses que tu as lâchées que tu aurais pu ne pas lâcher, ou si tu n'avais pas Non. lâché, ça aurait été fort. Euh, Bah, je sais pas, ouais, je sais pas. À l'époque, je faisais du MLM, par exemple, tu vois. Euh, Est-ce que si j'avais gardé le même business dans le MLM pendant 10 ans, est-ce que j'aurais réussi à faire un truc, tu vois? Je pense que oui. Parce que forcément, en fait, n'importe quel projet sur lequel tu mets 10 ans de travail et d'attention, il y a un moment, il décolle, tu vois. Et j'avais entendu ce truc-là chez Stan Leloup, mais je l'avais re-entendu, je crois, chez Jean Rivière après, à quelques jours d'intervalle, c'était il y a 1 ou 2 ans, où il te disait que, je crois que c'était même un Américain qui avait sorti ça, qu'il avait fait une étude sur plein de mecs qui s'étaient lancés en ligne, et qu'en vrai, quand tu bidouilles et que tu fais des trucs et tout, etc., et que tu testes et que parfois tu testes des projets qui marchent pas, en moyenne, entre la 5e et la 7e année, ton projet il décolle. Tu vois, il décolle de ouf. Et du coup, moi, c'est à peu près ce qui s'est passé, tu vois. C'est-à-dire que j'ai commencé en 2011, 2017, ça a décollé, tu vois. Et en fait, ce truc-là de se dire, même si tu as l'impression que c'est instable, même si tu as l'impression que euh, que c'est loin, que tes résultats ils sont loin, ne jamais lâcher. Parce que, en fait, euh, il y a un moment, le résultat, il va venir, tu vois. Et ça, c'est un conseil pour moi et aussi pour tous ceux qui écoutent. Parce que moi, tu vois, j'ai tenu ce truc-là, tu vois, au taquet. Je crois que je l'ai lancé en 2011, tu vois, le délire. Mais Ah oui, donc vraiment au tout début, quoi. ouais, tout au début, en me disant, ce sera mon blog personnel quand j'aurai le temps de m'en occuper, etc. Et du coup, ouais, ne jamais lâcher quand tu as une idée, quand tu es sûr, même quand tu n'es pas sûr, en vrai, même quand tu es dans le doute, ne jamais lâcher. Après, qu'est-ce que j'aurais eu besoin vraiment d'entendre? Ah oui, un truc de ouf, c'est de faire des investissements. C'est-à-dire que ce soit des investissements dans des équipes, dans la publicité, dans des formations. Sortir de l'oseille, quoi. Ouais, parce que pendant des années, moi, j'étais dans le truc artisan, solopreneur, je fais tout seul. La technique, je fais tout, je fais le SEO, je fais tout. Les plus gros trucs que j'achète, c'est des formations à 97 euros, tu vois. Et en fait, jamais de publicité. Je me suis mis à la publicité. Je crois ma première pub, elle devait être en 2016, tu vois, ou 2017. Donc, en fait, il y a un moment où. Et tu t'es vraiment mis à cartonner dans la pub quand tu as vraiment gagné beaucoup d'argent. Quand tu as vraiment commencé à investir sérieusement, c'est là où tu as commencé Exactement, c'est tes lié. En revenus fait, exploser. quand j'ai commencé à payer des programmes à plus de 100 euros et à me faire accompagner ou à suivre des vrais programmes de formation à 2000, 3000 euros, quand j'ai commencé à investir en publicité, quand j'ai commencé à déléguer des trucs, bien sûr que ça a commencé à grandir, tu vois, parce que une des illusions dans lesquelles les gens vivent quand ils se lancent sur Internet, c'est qu'ils veulent faire un business genre qui crache plus d'argent que la boulangerie qui est en bas de chez eux ou, je sais pas, ou le livreur ou le déménageur qui est en bas de chez eux, mais ils veulent pas investir 1000 euros, tu vois. Et il y a un moment, c'est juste Ça de la marche pas, quoi. bêtise. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Et aussi te faire accompagner. C'est-à-dire que tu peux pas. On le disait tout à l'heure, tes résultats reflètent les personnes que tu es aujourd'hui, donc avec tout ce que tu sais, avec ton expérience, avec tes connaissances. Et en fait, tu peux pas faire un bond du jour au lendemain tout seul dans ton coin. Donc il faut que tu te fasses aider, il faut que tu te fasses accompagner, il faut qu'il y ait des personnes qui prennent du recul et qui te disent ok, ça va, ça va pas. Il y a même aussi des personnes, là typiquement, je viens de rejoindre un mastermind qui va me coûter plus de 20 000 euros à l'année, tu vois. Et en fait, je l'ai fait pour une seule raison, c'est qu'en fait, il y a des actions que je sais que je dois faire pour si je veux faire 1 million, mais je sais que tout seul, j'aurai la flemme de les faire, je vais les repousser, etc. Et en fait, le fait de parler avec ces personnes-là toutes les semaines, d'être un peu redevable et qui vont me dire ok Amine, est-ce que tu as fait, est-ce que tu n'as pas fait, et ben en fait, je sais que je vais avoir la discipline que je n'aurais pas eu tout seul. Et il y a beaucoup de personnes qui se mentent à eux-mêmes en se disant moi, j'ai pas besoin de personne, j'ai pas besoin je sais ce que je dois faire et je vais le faire. Non, tu peux savoir ce que tu veux faire, mais entre savoir ce que tu dois faire et le faire, il y a un gouffre énorme, ça s'appelle la discipline. Et moi, je sais que je suis pas discipliné. Donc, je préfère payer quelqu'un qui va mettre des coups de bâton si je le fais pas. Et au moins, je vais le faire et c'est cool. Tu vois. Et Ouais, ça, et puis pouvoir échanger aussi, pour voir d'autres choses, pour voir avoir une autre vision, en fait. Parce l'inertie que du groupe aussi. c'est ça, tu as le groupe, tu as la communauté et tu as une autre vision. Et aujourd'hui, je sais que mon cerveau n'est pas câblé pour faire 1 ou 2 millions dans l'année. Tu vois. Et du coup, bah, forcément, si je veux changer, il faut que j'aille auprès de personnes qui l'ont déjà fait. Et ça, c'est peut-être un des gros trucs que je changerais c'est que j'investirais beaucoup sur moi. Je me rappelle, quand le début du déclic, c'était un soir, on était en Thaïlande, tu te rappelles, on était parti manger
où est-ce qu'on était parti manger? C'était le premier soir, je crois que je venais. Il y avait Clément et Anthony avec toi. Et donc, on était en extérieur. Là, c'était un espèce de truc, une espèce de food court en extérieur où il y avait un bar. Ah oui, derrière la maison, là. Ouais. Et du coup, Clément, qui à l'époque avait eu, je crois, une première année fulgurante, bref, il avait fait des vrais chiffres. Je lui dis, comment tu as fait? Il me dit, bah, j'ai acheté 20 000 euros de formation. Il me dit, j'ai acheté, comment dire, j'avais un crédit étudiant et j'ai acheté 20 000 euros de formation et j'ai tout appliqué. Tu vois. Et en fait, c'est un des premiers déclics où je me suis dit, ah, en fait, ouais, depuis le début, j'essaye de vendre des formations, j'essaye de vendre de l'accompagnement, mais si moi-même, je ne me fais pas accompagner, si moi-même, j'investis pas sur moi de manière massive, bah, en fait, forcément, je ne vais pas avoir les résultats. Et donc, après, ça a pris du temps. Je ne suis pas allé directement à 20 000 euros, mais je pense que ça, c'est une erreur que les gens font au début, c'est de vouloir économiser de l'argent. Et je parlais avec une personne tout à l'heure, elle me dit, non, ton accompagnement, je ne sais pas trop. C'est un peu ric-rac en ce moment, donc je préfère un peu faire de l'argent de mon côté et je reviendrai vers toi. Et je lui dis, tu as le droit. Je lui dis, mais en fait, ça fait 1 an que tu essayes de faire de l'argent de ton côté et tu es toujours un peu ric-rac aujourd'hui. Donc, en fait, qu'est-ce qui va changer dans les 12 prochains mois? Je ne sais pas. Tu vois. Donc, en Alors, fait, je tiens à mettre un petit bémol parce que c'est un peu l'arroseur arrosé, c'est-à-dire qu'Amine prêche pour sa paroisse, donc je vais amener un peu une autre perspective à ça pour pas qu'on te dise c'est facile dans la position d'Amine. La réalité, elle se fait sur la formation, elle se fait dans ta capacité à investir, mais elle se fait aussi dans ta capacité à investir par rapport à la publicité ou par rapport à la délégation et les prestataires. Et je ne peux que valider, ce qu'ils partagent. Alors déjà, quand tu es coach et que tu es incapable de payer un coach, bon, il y a un problème, pose-toi des questions. Là, c'est du développement personnel, il faut que tu fasses un job d'introspection. Mais c'est aussi en fait tout simplement dans comment est-ce que tu te perçois. Quand tu n'es pas capable d'investir dans de la formation, dans un coach, dans un directeur ou dans de la pub. Par exemple, moi, je sais que pendant très longtemps, je n'ai pas investi de pub sur Enzo Honoré pour vendre mes programmes parce que j'avais la trouille. J'avais la trouille, en fait, frère. Que trop de gens me voient, que trop de gens achètent mes produits. J'avais la trouille, en fait, de me faire connaître. J'avais la trouille de faire entendre ma voix. Parce que je savais qu'il y avait les critiques, je savais qu'il y avait un prix à payer à tout ça. J'avais la trouille. Et donc, en fait, si j'étais franc avec moi-même, et ben non, j'ai la trouille, je travaille sur ma trouille, je passe au-dessus, j'avance et on y va et on attaque. Et pendant des mois et des mois, j'ai rien fait en me racontant 10 000 histoires parce que j'avais pas les couilles d'aller affronter la peur, quoi. Ouais, c'est ça. Et très souvent, j'ai pas l'argent pour investir. En fait, c'est très souvent une histoire de peur derrière. J'ai peur de pas être rentable, j'ai peur de si ça marche pas, j'ai pas confiance dans moi et dans mon projet, j'ai pas confiance dans le processus. Je vais déléguer, mais du coup, est-ce que la personne, je peux lui faire confiance? Est-ce qu'elle va pas faire moins bien? Est-ce que je vais pas perdre du temps? En fait, tu vois, typiquement, moi, une des peurs que j'avais avant de commencer à déléguer, c'est que je me retrouve à devoir faire le manager et à parler avec des gens qui me cassent la tête et de me dire, je passe mon temps à gérer une équipe de gens, tu vois. Et en fait, non, mon équipe, elle se passe très bien. Il y en a, je leur parle pas pendant 1 mois, tu vois. Chacun est indépendant dans son truc, chacun fait ce qu'il a à faire, on avance et ça se passe très, très bien, tu vois. Donc, je pense que l'inconnu, ça fait peur, tu vois. Quand on fait des choses qu'on n'a jamais fait, ça fait peur. Mais si on veut avoir des résultats qu'on n'a jamais eus, il faut faire les choses qu'on n'a jamais fait. Et tant que tu répètes que les choses qui sont confortables, tu n'auras que des résultats similaires à ce que tu vas avoir avant. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas progresser, parce que tu peux… tu vois, moi, pendant des années, voilà, j'ai avancé sans me faire accompagner, et j'étais avec des petites formations à droite à gauche. Mais je pense que j'aurais pu aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Franchement, ça fait 10 ans que je suis là en disant, tu vois, j'aurais pu faire des millions, tu vois. Après, je regrette pas de ne pas l'avoir fait pour plein de bonnes raisons. Parce que je pense que si… C'est ton chemin, ton histoire aussi. Je pense que si j'avais fait, par exemple, si j'avais fait 1 million genre dans les 3 premières années, ouais, je serais parti en couille. J'aurais acheté des trucs, j'aurais machin, j'aurais acheté une Lambo, etc. Mais le fait de ne pas l'avoir fait et d'avoir vu plein de gens le faire, tu vois, et se casser la gueule comme ça en achetant des trucs de luxe, en cramant leur argent et en retombant à zéro, en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai cette, entre guillemets, sagesse aujourd'hui. Et si demain, tu me donnes 1 million d'euros sur mon compte, en fait, ouais, je vais acheter une voiture à 50 000, tu vois, mais tout le reste, ce sera placé, ce sera investi, ce sera réinvesti dans le business. Et justement, de voir que les autres ont fait ces erreurs-là, ça m'a permis de ne pas les faire. Donc, c'est pour ça que je suis reconnaissant d'avoir pris mon temps et puis c'était cool et le chemin est cool.
Eh ben merci frérot, c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas discuté des pas mal de perles de sagesse dans cette interview. Donc merci à toi d'être passé sur le podcast. On mettra bien évidemment tous les liens pour découvrir le travail d'Amine au taquet.com. Hein, ça reste le site de référence, mais on mettra tous les liens dans la description juste en dessous. Je ne peux que vous recommander si vous êtes aujourd'hui débutant et que vous voulez vendre vos connaissances, que vous avez quelque chose d'important, votre histoire, un pouvoir particulier, une compétence particulière que vous souhaitez le monétiser sur Internet. Faites-vous accompagner déjà, parce qu'en général, une formation vous aidera pas beaucoup plus que d'avoir quelques connaissances. Faites-vous accompagner et faites-vous accompagner par Amine, quelqu'un de très bienveillant, d'intelligent, qui saura, je pense, vous guider vers votre succès. Voilà, merci beaucoup Merci frérot, beaucoup. embrasse la famille. C'était un Embrasse plaisir. tout le monde. Et puis, bosse bien et on se retrouve dans notre prochains épisodes, frérot. À très bientôt. Merci à toi, c'était vraiment un honneur. Ciao. Ciao, ciao tout le monde. Bye.